Alors, bienvenue au monde de la course, deuxième épisode. Cette semaine, je reçois Olivier Roy-Baillargeon, qui est un coureur plutôt, selon ce que j'ai vu, un peu plus longue distance, un peu trail, un peu... ben, bienvenue au podcast. Merci François, merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Merci à toi de t'être déplacé pour venir ici. Toujours un plaisir. Donc, dans le fond, pour commencer, comme j'avais fait avec Mélanie, j'aimerais un peu que tu décrives à nos auditeurs un peu c'est quoi d'abord qui t'a influencé, qui t'a fait décider de commencer la course un peu. C'est quoi ton parcours? Ben, je pense que c'est une révélation tardive, puis c'est peut-être pas si mal que ça, mais dans le fond, j'avais un ami qui m'a dit un jour « Hey, ça te tenterait-tu de venir courir avec nous le samedi matin? On va sur le Mont-Royal à 6h, puis on court d'un trail. » Ça, c'était quand ça? T'avais quel âge? 2012, je pense. Ok. J'ai dit ça la première fois. Ah, fait que ça fait pas, Non, ça fait pas vraiment longtemps pas. pantoute. Vraiment pas. Puis j'ai juste dit, ah tiens, ok. J'allais m'acheter une paire de chaussures, puis j'étais allé courir avec eux. Puis le premier samedi matin, on a fait 14 km. Puis là... Première sortie de course. Première sortie de course. Puis là, j'ai réalisé que, coudonc, j'aime ça, puis je vais vite, puis j'ai envie de retourner, tu sais, dès le lendemain ou dès le surlendemain. Puis j'ai repensé au fait qu'au secondaire, je m'étais fait proposer par mon prof de 5e secondaire d'éducation physique de participer à la compétition de cross-country de ma commission scolaire. Puis j'avais dit, bah pourquoi pas, mais je m'étais jamais entraîné en course à pied. J'avais couru ça avec des gros shorts de basket baggy, mes espadrilles que je portais dans le gymnase pour faire nos cours d'éducation physique, tu sais, puis j'avais fini 2e de ma commission scolaire. Classique. C'est comme Justin Knight, un peu, son histoire. Là, J'imagine qu'il est sorti d'un peu de nulle part. Avec les gros shorts, puis là, lui, il te sort un 15 ou proche de ça. Ouais, j'étais pas dans ce registre-là. Ouais, mais tu vois, puis j'ai pas donné suivi à ça. Ouais. J'ai pas cherché, rendu au cégep, à courir et tout, tu sais. Puis c'est vraiment quand c'est ça, j'avais 26 ans, là, le gars, il me dit, viendrais-tu courir avec nous? Puis j'ai fait ça, mais j'allais courir un samedi. Tout le temps, tu sais, juste le samedi. Puis là, en 2014, je me suis inscrit sur invitation d'une couple d'amis à moi au 28 km d'Aricana dans Charlevoix, qui est une course de trail. Parce que, ben, on s'était dit, tu sais, on court 14 un samedi, ben... on peut faire 28, tu sais, c'est juste le top. Tu vois, l'étourderie, là. Tu sais, j'ai fait un demi-marathon, je pourrais m'inscrire en même temps. Puis, juste au moment où on s'est inscrit, j'ai acheté ma maison, puis on a commencé à la rénover. Fait que j'ai passé tout l'été à juste rénover, puis pas courir pantoute. Et là, à 12 jours de la course, je me suis réveillé avec les rénaux finis, le déménagement fait, à dire, bon, faudrait peut-être que je me prépare pour cette course-là. Puis j'ai vraiment aimé ça. Pas la course, mais la préparation. Et en revenant de ça, en fait, ma blonde m'a dit « Pourquoi est-ce que tu commencerais pas à courir pour aller au travail et puis en revenir? » Parce que c'était une belle montée jusqu'à l'Université de Montréal à partir de chez nous. Puis elle dit « Comme ça, tu pourrais t'entraîner sur une base régulière puis tu n'aurais pas besoin d'avoir le prétexte que, tu sais, vous avez rendez-vous avec des amis. » Puis ça a vraiment été une révélation à ce moment-là, tu sais, que je pouvais intégrer la course à pied au quotidien comme mode de déplacement. Puis ben que finalement, j'avais un succès quand même relatif à enchaîner des entraînements comme ceux-là puis à aller me tester sur différentes distances. Mais j'ai vraiment réalisé que c'est ça. Je suis pas quelqu'un qui a une vitesse de base, je suis vraiment quelqu'un qui peut juste courir très 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 longtemps sans me fatiguer. Fait qu'aujourd'hui, c'est plutôt sur la longue distance que j'ai trouvé mes aises. Puis là, ben, peut-être que dans les prochains mois, les prochaines années, j'essaierai d'ajouter la corde à mon arc, de devenir quelqu'un de rapide comme toi. Peut-être pas comme toi, mais en tout cas, de devenir quelqu'un de plus rapide. D'aller chercher de la vitesse. Ouais. Mais c'est fou quand même que tu me dis ça. Tu te dis, avant 2012, tu courais jamais. Jamais. Puis en 2012, tu courais une fois par semaine un 14 kilos. Ouais. Puis là, c'est vraiment à partir de l'automne 2014 que j'ai commencé à courir de façon plus régulière. Ouais. Fait que ça me fait 4 ans. Fait que de façon plus régulière, t'allais combien de fois semaine? 5. Okay. Aller-retour matin-soir. Ouais. Fait que t'as passé de 1 à 5. Ouais. Ouais. OK. Mais je recommande pas à personne de faire ça. Non, ouais. Non. Ben, je veux dire, il y a aucune science qui montre que c'est une bonne idée de quintupler ton nombre de sorties par semaine d'un coup. Mais avec la chance quand même que c'est ça. Tu sais, je courais 10 fois, mais 10 fois juste 5 km avec, tu sais, une bonne grosse montée, fait que tu peux pas aller vite. Puis une partie de récupération durant la journée. Puis fait que c'était toujours des sorties relativement courtes.
Puis je faisais pas d'intervalle, je faisais pas de longue de 25-30 km. Fait que probablement que je me suis relativement protégé. Là, c'est ça, en commençant plus short, pas trop de sorties trop folles. Non, c'est ça. Une folie contrôlée. Oui, mais folie, c'est ça. C'est un terme qui décrit bien quand je me lance dans quelque chose. Ah ouais. Des fois, comme tout coureur, en fait, là, j'ai commencé, je me suis un peu blessé, j'ai été un peu... Puis ça a été peut-être la deuxième révélation. Dans ce cas-ci, ça a été aux fêtes 2014-15, je me suis mis à courir juste tout le temps parce que j'aimais vraiment ça. Tu sais, t'as plus de temps libre, fait que tu te mets à courir. Ah ouais. Puis je me suis fait une fracture de fatigue dans le deuxième métatarsien, dans le pied gauche. Fait que mon pied était tellement enflé, je pouvais plus mettre ma chaussure. Ah. Oups! T'es allé voir un très bon physio qui m'a dit c'est parce que t'as trop couru trop d'un coup. Puis peut-être quand tu vas reprendre, tu sais, commence très très tranquillement. Puis là, ça faisait une couple de semaines quand même que ça bougeait pas, j'arrivais pas, tu sais. Mais c'est parce que j'essayais tout le temps, mettons, je vais aller voir si je suis correct pour courir. Je remettais mes chaussures, puis je partais faire 10-15 minutes. Ben, c'était évident que j'avais mal, tu sais. Ouais. Il m'a dit, commence par 10-15 secondes. Ça vaut même pas la peine que je mette des chaussures pour 10-15 secondes, tu sais. Ouais. Puis là, j'ai découvert le plaisir, en fait, de courir avec le moins d'interférence possible entre mon pied et le sol. Puis d'allonger mes sorties comme ça, pieds nus, dans les rues autour de chez nous. Puis là, quand je me mettais à faire des plus longues sorties, quand j'allais en trail, quand je voulais me protéger contre les coupures, contre des petits cailloux, là, je me suis mis des chaussures minimalistes. Fait qu'après ta blessure, tu t'es mis à courir nu-pied. Ouais. Mais Kenyan style. Kenyan style, all the way. Ouais. Okay. Puis là, j'ai acheté des Five Fingers. Ouais. Puis quand je me suis mis à faire mes longues sorties là, de fin de semaine, je les mettais. Parce qu'à un moment donné, ça fait mal en dessous du pied de courir longtemps. Quand t'es pas Kenyan. ouais. Puis, fait que ça a été comme la deuxième révélation. T'sais, tu pourrais courir au quotidien, tu pourrais courir au naturel, mettre des chaussures minimalistes, puis comme apprendre à faire attention à comment tu cours en modérant les impacts avec tes muscles, avec tes tendons, avec tes structures dans ton pied, plutôt que de compter sur du gros coussinage dans une chaussure. Puis ça aussi, ça a vraiment débloqué quelque chose de nouveau. Je me suis mis à courir plus léger, plus serein. J'avais jamais de douleur dans les genoux, dans les hanches. Puis souvent, on entend que c'est ça, les gens qui se blessent aux genoux, puis c'est souvent lié à ce type de choses. C'est ça, après mon premier marathon, que dans ce temps-là, j'attaquais du talon, puis... je vais te le dire, je l'ai senti pendant plusieurs mois après. C'est ça. Donc, c'est sûr que je pense que c'est important quand même de... Tu sais, il n'y a pas de forme parfaite, je pense, mais c'est clair, si tu attaques directement du talon, il y a des bonnes chances que tu pourrais bénéficier de modifier un peu... Ne serait-ce que pour la quantité d'impact que tu reçois d'un coup dans ton pied, tu sais. Parce que si tu poses le pied à plat plutôt que sur l'avant, tu te modères quand même les impacts. Mais si tu engages ça directement dans un genou plié, en tout cas. Ouais. Fait que tout ça a mené à un ensemble de réalisations que je pouvais peut-être dépouiller un peu ma façon de courir, tu sais, pas nécessairement d'avoir la ceinture de gourde, le sac à dos avec de la bouffe, d'avoir vraiment mangé avant d'aller courir, d'être sûr d'avoir le meilleur plan de nutrition pour être... Puis plutôt me mettre à courir de façon plus, tu sais, relax, plus il fait beau, je sors, puis je vais courir, puis courir aux sensations. Choisir des terrains variables pour avoir des sensations variables aussi, tu sais, courir dans l'herbe, courir dans le sable, courir sur des sentiers, c'est vraiment des sensations différentes. Fait que j'ai découvert le plaisir aussi de ce que la course pouvait apporter comme éventail, plutôt que genre les gens qui te disent courir c'est monotone. Tu sais, tu sors, puis tu cours sur l'asphalte, puis t'es tanné, des gens qui me disent, là, je sais pas comment tu fais pour courir, mais au bout de 5 minutes, je m'ennuie tellement, tu sais. Je dis, intègre de la variété dans ta course à pied, c'est sûr et certain que tu vas trouver ça plus fun, là. Mais c'est intéressant, une chose que je remarque souvent, quand on court, souvent, on a des discussions, puis tu me dis toujours, comme t'es une des rares personnes, souvent que je cours, puis là, tu me dis, ouais, mais c'est ça, puis là, j'ai checké dans la revue scientifique, puis j'ai vu ça. Puis ça, c'est comme un des rares trucs, une des rares choses certaines qu'on sait dans le monde de la course, c'est le consensus, en tout cas scientifique en général, c'est que varier les surfaces, c'est très bénéfique, puis de varier, pas juste faire des trails, faire un peu de route, un peu de trail, un peu de ci, un peu de ça, puis c'est ça, tu sembles intégrer ça quand même dans... Puis
c'est pas par une base scientifique, là, je me suis pas dit, ah oui, la science dit qu'il faudrait que je fasse du trail un peu plus. Initialement, non, c'est vraiment ça. juste comme, c'est le fun, C'est des moins fois, plate. de faire de la vitesse au bord du canal de la Chine, parce que t'as pas besoin de penser. Ouais. C'est le fun, des fois, de courir en ville, parce que, tu sais, avec les feux de circulation, tu te faufiles, puis... Mais c'est le fun aussi, des fois, de te retrouver en nature, puis d'être obligé de faire attention où tu mets les pieds pour enjamber des racines, puis... Ah, il y a un sentier par là, je vais partir par là, puis... Mais c'est ça. Tout ça, c'est le fun de réaliser par après qu'effectivement... Que ça a des bénéfices. Varier les dénivelés, varier les terrains, varier les chaussures, varier les vitesses, tout ça, ça aide à se protéger contre les blessures puis à améliorer ses performances en devenant un coureur plus complet. Ouais, non, définitivement. Si on a des auditeurs qui savaient pas déjà ça, on vous conseille fortement d'intégrer de la variété dans vos séances de course. Puis la variété, on n'en manque pas à Montréal. On a des belles côtes un peu partout. Absolument. On a le beau Mont-Royal, on a 1 million de parcs. Fait que ça peut aider, mais en hiver, ça peut être rough par contre. C'est sûr, mais dans les faits, de toute façon, le conseil à donner à quelqu'un qui veut courir l'hiver aussi, c'est lâche le chrono. Imagine-toi pas que dans 1 heure, tu vas être capable de couvrir la même distance que l'été. Sors pour t'amuser. Ajuste ta façon, parce que c'est sûr que comme ce matin avec la neige qui est tombée, chaque foulée nécessite que tu t'accroches plus, que tu stabilises plus, tu peux glisser dans les... Tout ça, c'est des adaptations différentes aussi que tu exiges au corps, tu sais. Mais tu peux pas t'imaginer que ta sortie d'1 heure sur le Mont-Royal, l'hiver, elle va être comme ta sortie d'1 heure sur le Mont-Royal l'été, tu sais. Fait que si tu ajustes tes attentes à ça, ben, tu vas avoir autant de plaisir à courir. Puis tu vas être autant entraîné, tu sais, parce que dans le fond, tu vas avoir dépensé autant de calories, tu vas avoir eu autant de moments où ton cœur battait fort, tu vas avoir eu autant de moments où tes jambes travaillaient. Mais c'est vrai que tu vas peut-être avoir 100 mètres de dénivelé de moins, puis 1,2 km de couvert de moins dans cette heure-là. Puis c'est bien correct comme ça aussi, tu sais. C'est ça, toi t'es quand même un proponent, quelqu'un qui fait un partisan de juste aller à l'effort. Puis tu sais, souvent on a l'impression qu'il y a quand même un peu un clash. Il y a certaines personnes, puis tu sais, des fois j'en suis coupable, tu sais, tu regardes ta montre, puis tu te déçois, tu te dis, ben là, normalement quand je jogue à 5, je jogue à 5,30, je jogue à 6, je jogue à 4,30. Ouais. Puis là, tu te dis, mais là, c'est quoi, je suis bien faible aujourd'hui ou quoi? Toi, t'es comme... En ce moment, tu cours même pas avec une montre en ce moment. Non, puis maintenant. Puis tu vois, encore ça aussi, c'est comme une autre réalisation récente. Moi, j'en avais une montre. Je l'utilisais dès que je sortais 1 km pour monter au gym. Je rentrais ça dans Strava parce que je voulais compiler minutieusement chaque kilomètre que j'avais fait. Je voulais mesurer si, ça se peut-tu que je sois plus fatigué avec ce que mon cœur me dit en fonction d'un effort similaire. Puis, je pense que c'est une bonne chose, en fait, d'avoir cette discipline-là dans une certaine mesure, mais je pense que c'est important d'être capable aussi de choisir quand on exerce cette autodiscipline-là, tu sais. Fait que quand tu fais tes boucles à Summit Circle, puis que tu veux rentrer tes 6 minutes à 3,10, si ta montre te dit 3,20, effectivement, tu peux dire « Pourquoi est-ce que je ne rentre pas mes temps? » Si je veux rentrer mes temps, il faut-tu que j'ajuste comment je me prépare à mon entraînement, ou il faut que je mette plus de cœur à l'ouvrage, ou si tu penses que je suis malade, si tu penses que je suis fatigué. Ça peut être une bonne indication de ce qui est en train de t'arriver, tu sais. Mais quand tu sors de jogger le lendemain pour récupérer, si tu es à 5 minutes par kilo, je pense pas qu'il y a personne sur la planète qui va souffrir de ça. À commencer par toi, là. Si ton corps te dit 5 minutes par kilo, ben suis-le à cette allure-là. Fait que dans ces moments-là, effectivement, si tu n'es pas capable de décrocher de ce que ta montre te dit, puis de ce que tu as comme réflexe en voyant ce qu'elle te dit, en te disant « Ben voyons, tu sais, je suis donc bien paresseux aujourd'hui, qu'est-ce qui me... » Peut-être que c'est une bonne idée les jours de récup de laisser ta montre à la maison, par exemple. T'sais. Parce qu'effectivement aussi, ben, si tu connais un peu ton trajet puis tu le vérifies dans Google Maps, après ça, tu peux le rentrer toi-même manuellement pour savoir le volume. Mais c'est pas aussi beau sur Strava. C'est ça. Il y a ça. Mais tu vois, alors ces outils technologiques-là, ils peuvent être extraordinaires pour t'aider à cheminer. Moi, j'ai réalisé qu'ils étaient devenus une des raisons pour lesquelles je courais. T'sais. Je voulais pouvoir, après, regarder sur Strava si mes splits étaient corrects, si mon cœur s'est mis à monter à tel moment, c'est-tu parce que j'étais rendu aux limites de... T'sais. Puis, j'étais aussi rendu que pendant mes compétitions, si ça allait pas très bien, je me disais, après ça, les gens vont voir ça sur Strava, puis ils vont être comme, contre-performance, Oli. Fait à ce moment-là aussi, un pas de recul pour dire... Rappelons-nous qu'on fait ça pour le fun à l'origine, tu sais. Puis qu'il y a des moments où c'est important de livrer. Puis là, ça peut être une très, très, très bonne idée d'avoir une montre pour vérifier si on est en train de livrer.
Puis les autres moments où c'est important qu'on calibre comme il faut notre effort, ben peut-être que la montre, ça devient un poids plutôt qu'un outil. Puis à ce moment-là, tu sais, se détacher par rapport à ça. Ouais. Mais c'est tout récent aussi. Là. Moi, c'est juste depuis la mi-juillet, quand j'ai changé ma façon de m'entraîner parce que j'ai changé le stress que je voulais m'imposer, que j'ai dit, de toute façon, mon bracelet de montre il est cassé, ça me tente pas de c'est ça que j'allais demander. Je me disais, c'était pas aussi une des raisons pourquoi t'avais... Il y a plein de choses, c'est ça. Il y a plein de choses qui sont embarquées. Mais dans les faits, c'est ça, j'aurais pu juste le réparer, mon bracelet de montre, ou le remplacer. Mais en courant sans ma montre, le temps que j'étais en récup, je me suis dit, hey, tu sais, c'est pas grave que je ne sache pas à quelle vitesse je vais. C'est pas grave que je ne sache pas à quelle vitesse mon cœur bat. Les entraînements importants, je vais prendre les moyens qu'il faut pour savoir si je suis en train de faire mes 400 mètres dans le bon temps. T'sais. En attendant, je me sens bien ça. De toute façon, je cours souvent avec du monde qui a une montre, fait que je suis capable de savoir à quelle allure je vais, je leur demande. Ouais. Mais c'est intéressant ça, parce que ça aussi, c'est un peu... c'est ça, c'est comme dans le monde de la course, il y en a beaucoup qui disent... Tu sais, souvent on dit, on lit des articles, are you doing your easy runs too easy? Est-ce que tu fais tes jogs, tes sorties faciles, trop facilement? Puis, comme il y a vraiment du monde qui dit, mais là, si tu fais selon tes vitesses, si tu fais en bas de... Moi, si j'allais en haut de 4,20, je suis en train de saboter mon entraînement, tu sais, puis c'est... Mais... moi, je te dirais, vu que je suis coaché par John, puis de mon expérience que j'ai eue personnellement, j'ai pas l'impression que ça m'a ralenti de faire mes easy jogs à 5-10 kilos, souvent 5-15. Même au contraire, j'aurais même tendance à dire, parce que si tu roulais au cours de 4-10, 4-20, peut-être que tu serais à 3% trop élevé, mais que ça te taxerait pour ton entraînement du lendemain. Mais c'est ça, moi je sens quand je fais mon easy run, je sens que je récupère. Je sens pas que c'est là pour m'améliorer, mais tu sais, je m'entraîne lundi, mercredi, samedi. Si entre lundi puis mercredi, je fais pas une course qui me permet juste de récupérer, qui fait juste circuler le sang, que tous les muscles se réparent parce que tu donnes juste un stimulus. Là, je sens que si je poussais trop, ben les muscles vont jamais se réparer. Puis je trouve ça étrange parce que, tu sais, dans le monde du coaching, il y a tellement, là, c'est un clash en ce moment, puis je sais pas trop quel côté il gagne vraiment, mais si tu regardes côté scientifique, si on veut, là, logiquement, là, tu te dis, mais un corps peut seulement en prendre un certain niveau. Puis en tout cas, moi, dans ma tête, je pense qu'on pense de la même façon, c'est vraiment les easy runs, c'est là pour récupérer, te donne un petit peu de millage, donc tu pratiques tes jambes à être fatigué, mais c'est vraiment là pour leur laisser le temps de se refaire après le gros entraînement que tu as eu lundi, après le gros entraînement de mercredi, après le samedi, parce que tu t'entraînes 3 fois semaine, tu as maximum 2 jours de récup entre, d'habitude tu as 1 jour de récup entre. C'est ça. Puis toi, je trouve qu'une bonne métrique pour garder ça en tête, c'est que quand tu te mets à faire de plus en plus de volume quand tu es en construction vers ton marathon, tes longues sorties, ils durent pas plus longues, mais il y a peut-être une plus longue proportion de ta sortie qui est spécifique. Mais tes courtes sorties de récup, elles deviennent plus longues. Donc, tu vas courir un plus grand nombre de minutes qui va te faire courir un plus grand nombre de kilomètres. Mais John, il te dit pas, là, aujourd'hui, je te mets 30 aussi, mais je veux pas juste que tu cours 7 kilos, je veux que tu en fasses 9. Il te dit pas, je veux que tu fasses tes sorties de récup de plus en plus vite. Il te dit que je veux que tu les fasses de plus en plus longues, tu sais. Parce qu'on veut qu'on ajoute du stress parce que tu as stressé tes structures, tu as respecté leur capacité d'adaptation, puis là, le stress qu'elles peuvent prendre est plus grand. Fait que respecte le stress, dépasse pas la limite, mais assure-toi de la repousser. Puis de cette façon-là, effectivement, courir à 6 minutes du kilo pendant 4 heures, ça peut être meilleur pour stresser tes structures que courir 2 fois plus vite pendant 2 fois moins longtemps. Fait que cette combinaison-là m'apparaît importante. Puis après ça, quand tu regardes aussi des trucs comme ce qui était sorti l'année dernière, le plan de Eliud Kipchoge qui l'a mené jusqu'au marathon de Berlin, tu voyais que quand il sort le lendemain de son gros fartlek ou de sa grosse longue sortie,
il fait ses premiers kilomètres à 6 minutes du kilo, tu sais. On peut pas dire que le gars, il est pas rapide puis qu'il sait pas se débrouiller en course à pied. Non. Mais il a la sagesse de partir lentement quand son corps lui impose de partir lentement. Ça veut pas dire qu'à la fin de sa sortie de récup, il va pas la faire à 3 minutes 50 du kilo, parce que pour lui, c'est un jog lent. Ouais. Mais il va pas s'imposer de partir à une allure qui est peut-être trop élevée quand son corps lui permet pas de le faire, tu sais. Fait que c'est un peu aussi ça le message que j'essaie toujours de faire passer aux gens quand ils me demandent la quantité que tu cours par semaine avec la conciliation travail-famille et tout. Comment est-ce que tu fais pour juger si tu en fais assez, si tu le fais bien et tout? Je dis, élimine des sources d'interférence entre ton corps et son environnement, puis concentre-toi mieux sur ce que ton corps t'envoie comme message. Puis partant de ce point-là, tu as des bons mécanismes. Tu sais, bois pas si t'as pas soif. Ton corps va te le dire si t'as soif. Mange pas si t'as pas faim. Quand t'es chez vous, là... Là, on va contre certains... Quand je parle à un nutritionniste sportif, là, il va me dire, ben, là si ton signal de soif, il est delayed, il arrive après que t'aies réellement besoin d'eau, c'est seulement quand t'es déshydraté à 2-3% que t'as le signal de la soif. Fait que là, tu vas à l'encontre de ça, mais en même temps, quand tu regardes les pros, eux autres sont complètement déshydratés à la fin de leur effort. Puis, tu sais, ils écoutent ça à ce point-là. Ben, là, de plus en plus, là, ils commencent à écouter les nutritionnistes quand tu regardes le Breaking 2. Là, puis l'affaire ils boivent pendant, tu sais. Mais ils ne s'imposent pas de boire en prévision en disant là, je suis pas encore déshydraté, je vais tout de suite m'assurer de m'hydrater à un rythme plus élevé pour être sûr de ne pas me déshydrater. Tu sais. Parce que ce que la science montre, c'est pas qu'il y a des gens qui souffrent beaucoup de déshydratation, c'est qu'il y a des gens qui souffrent d'hyponatrémie. Tu sais. Ils s'empoisonnent dans l'eau à force de boire avant d'avoir soif. Puis c'est parce que tu as des grandes compagnies qui visent à marteler le message que c'est important de boire, c'est important de prendre des électrolytes, il faut que tu aies des glucides dans ce que tu bois. Puis ben c'est ça, quand tu regardes en fait tout le consensus scientifique autour de l'hydratation, c'est quand tu as soif, commence à boire, puis un taux de 2, 3, 4% de déshydratation n'a aucune incidence négative sur la performance. Quand tu creuses plus profond, si tu n'es pas entraîné à ça, si tu n'es pas Ghebreselassie, bon, peut-être. Mais en attendant, le 2, 3, 4% de déshydratation, tu vis avec de temps en temps aussi. Tu sais, quand tu es 2 heures assis sur ton sofa à regarder quelque chose sans t'hydrater pendant, ton corps se déshydrate proportionnellement aussi. Tu sais. Fait que, encore une fois, c'est une capacité qui s'entraîne, mais il faut que tu respectes la capacité de tes structures à réagir à ça. Fait que, donc, ben c'est ça, tu sais, plus petite chaussure, peut-être pas prendre de montre si tu n'es pas capable d'éviter le message d'autopersécution, de ne pas aller assez vite, pas nécessairement t'imposer de boire si t'as pas soif, pas nécessairement t'imposer de manger avant d'aller faire ta sortie, si c'est juste un jog de 30 minutes relax. Peut-être même que de le faire à jeun, ça va t'aider à le faire plus relax. Alors que si t'avais mangé avant, ben peut-être que t'aurais assez d'énergie, puis là tu te dirais « Ah, je vais pousser un peu », puis là tu reviendrais, puis t'aurais pas assez récupéré. Fait que le lendemain, quand viendrait le temps de faire tes intervalles, tu te dirais « Il me semble que j'étais encore un peu fatigué de ma sortie de la veille, tu sais. » Tout ça, c'est des choses avec lesquelles il y a de plus en plus de recherches qui commencent à donner des pistes pour faire nos propres expérimentations. Puis là, ben, c'est d'y aller tranquillement, c'est de voir, puis c'est de rester connecté à ce que notre corps nous envoie comme message, tu sais. Moi, les premières fois que je suis sorti courir à jeun, j'étais là, je peux pas croire qu'il me reste encore 30 minutes, j'ai tellement faim, comment je vais faire? Puis maintenant, je peux faire des 2, 3, 4 heures à jeun si je vais assez lentement, si j'ai bien mangé la veille, si je sais que j'ai de la nourriture de qualité qui m'attend au retour de ma sortie. À un moment donné, le corps il se met à se nourrir de ses propres réserves si tu respectes qu'il ne faut pas que tu ailles plus intensément que tant. Propres réserves étant les gras. Surtout les lipides, c'est ça. Parce qu'on a un peu de réserve de glucides, là, mais au bout d'une trentaine de minutes à courir, même à une intensité modérée, si tu n'as pas déjeuné le matin, là, puis que ça fait depuis le souper de la veille que tu n'as pas mangé de glucides, ça se peut qu'il n'en reste plus bien. Mais des réserves de lipides, même pour nous qui sommes peut-être à 5-6% de masse grasse, on en a des kilos là, de gras dans lesquels on peut taper. Mais il faut aller le chercher tranquillement. C'est pas dans des sorties d'intervalle que tu vas aller brûler des gras. Mais c'est intéressant ce que tu disais quand tu disais qu'il y a plus de monde qui vont souffrir d'hyponatrémie quand tu regardes un marathon. Puis ça, je vais fact-check après, je vais vérifier, mais puis si jamais on se trompait, ben je vais mettre un erratum au prochain épisode. Mais c'est ça, je pense, j'avais lu le livre d'Alex Hutchinson, puis ça, je pense que le monde sont tellement fait marteler bois, sinon tu vas t'évanouir.
que là, j'ai l'impression qu'il y a plus d'incidence du monde, ils boivent trop. Et après ça, à cause de ça, là, ils tombent dans un état critique. Puis là aussi, ils s'évanouissent ou je sais pas trop quelle réponse physiologique. Mais c'est très mauvais. Puis il y avait une coureuse qui était morte de ça. Ça a fait les headlines la première fois que c'est arrivé. Puis c'est ça, parce que le monde, souvent, il associe tellement l'eau, quand tu t'évanouis dans un effort, quand il fait chaud, avec la déshydratation, puis c'est ça, on en discute souvent pour nos auditeurs. Qu'est-ce qui va te faire vraiment t'évanouir? C'est jamais, quand tu cours dans un contexte à moins que tu sois dans un désert, c'est jamais la déshydratation, c'est ton corps qui surchauffe. Puis que là, ton cerveau devient tellement chaud, il shut down. Puis là, c'est pour ça que, mettons, j'ai un ami, Daniel, lui avait fait le Boston Marathon une année qui faisait vraiment, vraiment chaud. Je pense il y a 2 ans, mais je suis pas sûr. Puis je pense que les 2 dernières années, c'était juste de la pluie dégueulasse. Puis là, l'autre avant, je pense qu'il faisait trop chaud. Des belles conditions qu'on a à Boston. Puis c'est ça, il me dit, je courais, puis là, autour de 30 kilos. Après ça, un moment donné, je me suis réveillé dans une tente, tu sais. Puis ça, c'était pas parce qu'il a trop bu, il est pas de ce type-là, mais c'est juste son cerveau a surchauffé. Mm-hmm. Puis, dans le bouquin de Tim Noakes, là-dessus, Waterlogged, il te montre qu'il n'y a pas non plus d'incidence de déshydratation qui peuvent être prévenues par... c'est-à-dire d'incidence de surchauffe qui peuvent être prévenues par l'hydratation. Mm-hmm. Boire de l'eau, ça va pas baisser ta température corporelle suffisamment. C'est ça, c'est pas tant une grosse différence que ça fait. Ce qui fait vraiment une différence, c'est le pre-cooling avant de partir, puis l'adaptation à la chaleur, l'acclimatation à l'humidité. Fait que la meilleure chose à faire si tu as l'intention de courir un marathon chaud, c'est de t'entraîner à la chaleur, puis de prendre un bon bain froid 15 minutes avant de partir de la maison pour aller sur la ligne de départ. Parce qu'abaisser ta température corporelle, ça peut se faire avec de l'eau, mais dans laquelle tu trempes, puis froide. Mais boire, c'est important. Mais il ne faut pas que tu penses que parce que tu bois, tu es en train de prévenir la surchauffe. Ouais. Puis il faut pas que tu penses que plus tu bois, plus tu préviens la surchauffe, parce que plus tu bois, plus tu te mets en danger de l'inverse. Ouais, pour notre avis. Ouais. Mais non, c'était intéressant. Je pense que j'avais justement, c'était encore une fois, je pense que c'était Alex Hutchinson qui partageait une étude. Puis je pense que l'étude disait tu vas plus te refroidir si tu te vides l'eau sur le front, sur la tête, que si tu la bois. Exact. Puis tu sais, quand tu y penses, tu te dis, ben là, ça fait pas tant de grosse différence. Ben, tu penses pas que ça ferait. Et tu te dis, ben là, toute l'eau est gaspillée, ça, je me sens tête. Ben, tu te dis, ouais, ben, c'est ça l'effet que ça a quand tu la bois. Parce que, en fait, ce que le corps cherche à faire pour dissiper sa chaleur, c'est de faire évaporer quelque chose. S'il y a de l'eau à la surface de ta peau, les capillaires qui sont à la surface de ta peau vont se dilater, puis la température corporelle va faire évaporer l'eau qui est sur ta peau. Si ta peau est sèche, il va devoir générer la propre eau qui est ta sueur. Si tu es tellement mouillé que toute l'eau te coule dessus, ton corps ne peut pas profiter du fait que ta peau est mouillée pour faire évaporer cette eau-là. Fait que ce qui est toujours préférable, c'est de s'assurer de rester juste suffisamment mouillé pour pouvoir faire évaporer cette eau-là. Puis de ne pas suer à un stade aussi où même les grosses gouttes tombent. Il faut juste que tu aies peut-être la sueur qui perle à la surface de ta peau. Puis comme ça, c'est le même que tu vas le mieux dissiper ta chaleur. Fait que peut-être quand tu passes à une table durant ton marathon, première gorgée, parce que c'est important de boire. Puis deuxième, ça tête, parce que tu veux refroidir puis surtout autour du cerveau, effectivement, parce que la quantité de vaisseaux sanguins près de la surface de la peau, dans la tête, est très, 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 très importante. Fait que de cette façon-là, tu vas dissiper la chaleur. Puis c'est ton cerveau qui te fait shutdown. Fait que si le cerveau a chaud, ça, c'est la première chose qui va faire. OK, stop. J'ai pas envie de me faire endommager. C'est bien fait quand même, non? Ouais, c'est bien fait. Ouais. Mais ouais, c'est intéressant. Fait que pour nos auditeurs, les meilleurs trucs, je pense, personnellement, moi je pense que c'est ça, comme tu dis, c'est l'acclimatation. Tu sais, t'habituer de courir dans le chaud. Fait que si tu fais toujours, tu sais, on a eu un été un peu infernal. Cet été, il faisait chaud. Puis c'était l'enfer d'essayer d'atteindre mes paces de marathon quand je m'entraînais pour le marathon de Montréal. Tu sais, j'étais toujours 15-20 secondes trop lent du kilo. Mais j'ai l'impression que ça m'a
vraiment, ça m'a donné un bon entraînement. J'étais prêt à... S'il faisait chaud, j'étais prêt pour ça. Puis, comme ça revient au thème que tu disais, puis que aussi qui revenait la semaine passée, regarde, tu fais selon les conditions. Tu n'as jamais les conditions parfaites, puis souvent, tu as des conditions bien moins parfaites, puis tu vas pas te faire « Ah, ben là, je suis tellement pourri, là, no excuses. » Ouais, il y a des excuses valables. Quand il fait 30 degrés, puis c'est correct de ne pas atteindre ton pace. Ben, demande ça aux coureurs élites qui sont présentés à Boston l'an dernier. Ils faisaient tellement le temps de... Il y en a qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu, tu sais. Ben, après ça, ce Japonais-là, il court des marathons en 2h12 par moins 30 degrés. Là. Mais, effectivement, pendant l'entraînement, si tu t'ajustes pas, tu t'imposes un stress qui est beaucoup plus grand que ce que ton corps peut prendre. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu es sorti courir quand même à grosse chaleur. Tu as quand même essayé d'avoir les vitesses que tu devais atteindre. Et même si finalement, il n'a pas fait chaud ce jour-là, cette acclimatation-là que tu as eue à la chaleur, elle a été bénéfique, même par temps froid. Parce que l'année précédente, le marathon avait été annulé pour cause de canicule. Le 23 septembre, cette année, il faisait peut-être 7-8 degrés au moment du départ, ce qui est à peu près parfait pour des coureurs de notre niveau. J'étais content. Mais d'avoir couru par 30 quelques degrés, puis d'avoir essayé de rentrer de la vitesse, ça t'a aidé par 7-8 degrés. J'étais prêt à tout. Puis, tu sais, c'est ça, moi, tu y penses, tu te dis, ben là, ça va pas m'aider s'il fait 7-8 degrés quand tu y penses logiquement de même, mais je pense que c'est ça la science, ça montre que peu importe qu'il fasse les conditions parfaites le jour de la course, juste de t'être entraîné dans la chaleur, tu peux quand même avoir des bénéfices. Donc, je pense que notre recommandation à nos auditeurs, ce serait déplace pas ton entraînement. Par exemple, nous, on s'entraîne souvent à 5,5. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui s'entraîne à cette heure-là après le travail. À moins qu'il fasse comme une température dangereuse, là, peut-être si on s'approche du 35-40, peut-être réviser, mais tu as du 25-30, à moins que tu sois une personne à risque, je pense que tu peux pas mal juste avoir des bénéfices, puis ça va pas être le fun, tu vas vraiment souffrir, tu vas pas atteindre tes vitesses pantoute, mais je pense qu'il y a des bénéfices à aller chercher là. Allonge la récup entre tes périodes d'effort soutenues. Marche au lieu de jogger pour ta récup. Prends le temps de te garder une bouteille d'eau bien froide à quelque part, puis passe-toi là dans le cou après en avoir pris une gorgée avant de repartir faire ta boucle. Trouve des mécanismes d'ajustement, mais effectivement, maintiens ton envie d'aller courir, elle est là. T'sais? Ton envie de performer, elle est là. Ajuste ça aux circonstances, puis tu devrais avoir autant de fun, puis ça devrait être aussi bénéfique. Là, je sais que nous, on pourrait parler de science parce que on court puis on parle toujours de ça, toujours de technique. Mais là, je veux quand même un peu focusser sur l'invité en particulier que j'ai. Dans le fond, toi, j'avais même pas... Ouais, tu me l'avais dit une fois, mais en tout cas, tu as fait un 50 miles, donc ça c'est 80 km au North Face Endurance Challenge de New York. 8h08 et 34 secondes de course. C'était quoi cette expérience? Comment ça s'est passé? Comment tu fais pour... Parce que le monde... Tu te dis, c'est 8h08, c'est impressionnant, mais tu ne penses pas à c'est quoi la fatigue que tu as dans les jambes quand tu es rendu après 5 heures. Puis moi, je peux pas vraiment imaginer, j'ai jamais fait. Ben, clairement, ça se court beaucoup plus lentement aussi. Là. Moi, j'ai essayé, quand je suis passé aux 50 km, d'avoir une vitesse moyenne en bas de 6 minutes au kilo. Fait que je voulais avoir à peu près le même nombre d'heures passées à courir que le nombre de dizaines de kilomètres que j'arrive à courir. Faire un 10 kg par heure. C'est pas incroyable. Cette course-là en particulier, c'est pas une course où il y a beaucoup, beaucoup de dénivelé. Elle est très technique par contre, parce que t'es très souvent dans des grosses roches lousses. Fait que dans les descentes, t'as tout le temps peur de te casser la gueule ou de te fouler la cheville. 16 minutes 10 kg dans un trail, c'est quand même pas lent. C'est pas lent, c'est ça. Quand c'est technique, là. J'avais participé à cette course-là totalement par hasard. En fait, j'avais une gang d'amis qui y allaient, mais parmi ces amis-là, il y en a un qui avait un dossard pour le 50 miles qui m'a dit « Je pourrais pas y aller, ça te tente-tu de le prendre? » C'est comme ça que tu as choisi de faire un 50 miles. Quand il y a un dossard gratuit. C'est ça. À 11 jours de cette course-là, je me suis dit « Ben finalement, je pense que... » À 11 jours de préavis. Ouais. J'ai dit... C'est ton style. Ben oui, parce que je me suis dit, ben, tu sais, pour une fois, je pourrais peut-être aller repousser mes limites sans m'y être tellement préparé. Tu sais. Mais encore une fois,
je m'étais dit, j'y vais sur une allure tranquille. J'ai jamais couru cette distance-là. Le plus long que j'avais fait auparavant, c'était le 65 km d'Arikana. Fait que j'ajoutais quand même une bonne heure et demie d'effort, là. OK. Et je suis parti sur une allure... En fait, je m'étais dit que je partirais sur une allure pour faire ça en dedans d'à peu près 9h30. Parce que le middle of the pack, là, c'était à peu près ça, 9h30. Puis, avec l'enthousiasme du départ à 5h du matin, avec le soleil qui se levait, puis le café qui ça sent bon, puis tous les exposants qui sont là, puis qui t'encouragent, puis t'as vraiment l'impression de faire partie d'une horde de débiles mentaux qui se lancent dans un même trip. C'est un peu là. ça, ouais. Fait que je me suis juste dit, vas-y aux sensations, plutôt que genre, ah non, là, tu sais, à 5,30 par kilo, c'est trop rapide, tu sais, tu vas finir par payer pour. Vas-y aux sensations, puis ajuste. Puis au 4e mile, je suis passé en 71e place. Puis quand on est repassé à 4 miles de la fin, j'étais en 13e place. Puis j'avais juste mouliné comme ça des coureurs tout au long de la journée, à juste rester sur mon allure, fort en montée, parce que je m'étais beaucoup entraîné en montée, parce que je suis tout le temps rendu dans les rues de Westmount. Puis à l'aise quand même dans des descentes quand c'est pas trop technique. Puis quand ça devient tellement technique, ben en fait, ça ralentit tout le monde. Fait que tu sais, j'étais pas désavantagé. Mais c'était une course qui était assez bien roulante, la météo était assez belle, puis j'avais pas de pression. Je m'étais pas entraîné pendant des mois à me dire « faut que je fasse le podium ». Je m'étais pas dit « c'est une distance que je connais bien, fait que j'essaye d'aller faire mon record personnel sur cette distance-là ». Je m'étais juste dit « j'y vais avec des chums, puis on trippe, puis tu sais... » Mais t'as quand même la pression de finir. Oui. Puis selon moi, c'est... Je sais pas, c'est sûr que t'avais fait un 65 kg, fait que ça t'a mis en confiance un peu. Ouais, c'est ça. Puis le 65 kg, c'était ta première distance au-dessus de 50 ou de 40? Non, c'était ma première distance au-dessus de 28. Oh! J'avais... Ouais. Ça aussi, j'ai ouais. commencé par 28 kg en trail, après ça 65 kg en trail, après ça 80 kg en trail. Quand tu l'as fait ton 65, ton 28, tu l'avais fait en 2014. 2014. Automne 2014, 65 l'automne 2015, puis c'était 80 kg. Un an après. Ouais. Puis ça, c'était dans le temps. Fait que la première année, 2012 à 2014, tu fais une sortie de 12, de 14. De 14. Après ça, en 2015, tu fais un 28. Tu commences à t'entraîner 5 fois semaine. Puis après ça, tu fais un 65 kg. Je fais un 65. Puis après ça, un 80. Puis après ça, je passais sur route. J'avais jamais couru un 5 kg, un 10 kg. Ça, c'est étrange quand même. Tu as commencé en trail, puis tu as passé en route ensuite. Là, tu fais plus trop de trail, vraiment. De compé, non. De compé, non, parce que j'ai réalisé que je suis beaucoup plus rapide théoriquement que ce que j'arrive à faire en trail. Ouais. Parce que j'aime pas ça devoir aller vite en trail. Ouais. Quand t'es pogné sur une ligne de départ avec un Mathieu Blanchard, puis tu le sais que t'es capable d'y tenir tête sur route, mais qu'il est tellement plus agile, puis tellement plus endurant que toi dans des efforts soutenus comme ceux-là, à enjamber des racines, à sauter par-dessus des arbres, tomber, puis tu te dis, je suis fâché parce que je serais supposé d'être sur ce podium-là, mais j'arrive dans une descente, puis j'ai peur pour ma vie, puis là, ça me ralentit, puis tout le monde prend avantage sur moi. Ouais. Amène-moi sur un marathon de route, puis je vais leur sacrer une volée à ces gens-là. Mais entre elles, j'ai réalisé que j'ai vraiment du fun à m'entraîner, à accompagner des amis quand je les pace sur la fin d'une course ou quelque chose. Mais quand c'est moi qui ai un dossard, puis que je m'impose de performer, puis que j'arrive en trail, puis que je peux pas, j'aime mieux juste dire, je vais prendre le temps, j'aime ça, voir le paysage, j'aime ça, mais tu sais, moi aussi, ça, j'ai l'impression que je me dis, si je fais un trail, une course de trail, je voudrais faire ça pour le fun. Tu sais, si c'est une affaire longue, peut-être un cours, ok, mais une affaire longue, là, je me dis, tu vas faire, mettons, un 80 ou un 65 ou whatever, là, tu te dis, j'ai-tu envie de pousser fort là-dedans quand j'ai de la belle nature autour de moi? Mais il y a du monde qui sont capables. Il y a du monde qui sont forts là-dedans, ils excellent là-dedans, mais ça, toi puis moi, je pense, moi non plus, j'ai jamais fait de course de trail en soi, mais comme je le vois en cross-country, dès que les conditions sont un peu exécrables, moi je deviens pourri, puis là je me fais battre par du monde que je planterais normalement si on était sur la route ou sur la piste, mais là aux provinciaux j'étais 3e, aux Canadiens j'ai fini 70, peut passer derrière 70e, puis j'ai l'impression que quand tu te sens, c'est ça, quand tu sens que t'excelles pas à ce que tu as fait, que t'es pas à ton plein potentiel, crime, tu changes. Absolument. Je pense j'ai l'impression que c'est souvent ça. T'as souvent la question, fais ce que t'aimes, pas ce que t'es bon à. Mais en même temps, j'ai l'impression que quand t'es bon à quelque chose, ça te fait aimer la chose. Et vice versa.
et vice-versa. Puis je pense que c'est important aussi de reconnaître que c'est ça. À moins que tu aies un commanditaire qui t'impose de travailler sur certaines distances, d'être présent à certaines compés en échange du salaire qu'il te donne, ben pour tous les autres, on fait ça pour avoir du fun. Ah oui. Puis moi, quand j'arrive en trail puis que je veux aller vite, que je me barre les pieds dans des racines, que je finis avec des ongles bleus, que je tombe dans la boîte, que je m'érafle les coudes, puis juste parce que je veux pas que le gars qui est plus lent, mais qui est juste là, me dépasse, j'en ai plus de fun. Ouais. Fait qu'arrête, fais ce que t'aimes. Ah ouais. Puis il y a du monde qui aime ça, aller chercher, tu sais, se chercher, puis tout ça, puis c'est bien correct. Tu sais, peut-être un moment donné, je vais passer, je vais avoir ce goût-là. Mais là, en ce moment, quand je suis en trail, j'ai juste tellement de fun, j'apprécie, puis je suis juste, c'est beau, les belles racines, les beaux arbres, pis ça, puis... Puis tu sais, des fois, là, pendant l'été, d'un mois à l'autre, le paysage change, les conditions changent, des matins pluvieux avec la bruine, tu sais, toutes ces choses-là sont des raisons d'apprécier la course que tu es en train de faire. Mais c'est ça, c'est pas nécessaire d'aller tout le temps compétitionner sur ces terrains-là, parce que tu peux t'entraîner dessus sans compétitionner dessus, puis ça peut être bénéfique. Il y a des coureurs de trail qui font beaucoup d'entraînement sur route, même s'ils compétitionnent jamais sur route. Il peut bien y avoir des coureurs de route qui font des entraînements sur trail, même s'ils compétitionnent jamais en trail. Ouais, c'est ça, nous autres, on fait... Moi, tu sais, si tu me donnes le choix d'aller courir, là, je vais toujours dire je vais aller au Mont-Royal. Ben oui. À moins qu'il soit glacé, là, toujours là, puis toi aussi, là, Ouais. C'est à peu près tout le temps ça qu'on fait. Puis tu sais, parce que c'est juste tellement le fun. Mais c'est ça. Mais côté course, c'est ça. Fait que là, toi, t'as fait fait que ça, t'es dans ton 80 km. Ouais. Puis tu pousses là, quand même. Ouais. Mais tu fais ça. Ben, le 65, tu te gages un peu plus parce Ouais. que ça, c'était. C'était la première fois que je faisais une distance comme celle-là, mais je l'ai beaucoup moins bien géré. Je suis parti vraiment vite. Les 8 premiers kilos sont super roulants. On roulait ça à 4 minutes au kilo. Ouais. Puis là, 4 minutes au kilo. Puis ça, c'est des trails relativement techniques. Là, dans le cas des 8 premiers du 65, c'est l'entrée du parc des Hautes-Gorges, de la rivière Malbaie, puis le chemin forestier qui mène à l'entrée des sentiers. C'était pas trop... Ok, c'était pas trop pire. Ça roulait. Mais quand on rentre dans les sentiers, moi, j'étais en avant avec Joël Bourgeois. Je savais pas c'est qui. J'ai vu qu'il était allé aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 96, en 3000 mètres steeple. J'ai compris ça après. Là, c'est le coach de Laval, là, je pense. Je pense qu'il est avec la gang là-bas. Ouais, c'est ça. Puis, évidemment, il m'a sacré une volée, là, parce que lui, à 4 minutes au kilo pour rentrer dans les sentiers, il était correct. T'sais. Moi, j'étais pas mal à ma limite, mais je m'étais dit « Hey, man, je suis en 2e place! » Puis, tu sais ça, finalement, j'ai relativement bien géré la journée quand même. Quand j'ai fini ce 65 kilos-là en 5e place, fait que j'étais relativement satisfait, mais je me suis dit, n'eût été de mon manque d'expérience, tu sais, j'aurais peut-être pu rester en 3e place. Après que Bourgeois soit parti, puis que l'autre Français qui avait été invité soit parti, j'aurais pu quand même tirer mon épingle du jeu, puis être... rester dans la bonne position. Parce qu'effectivement, quand je regarde ma course, j'ai décliné au fur et à mesure que ça allait. Mais j'ai gagné de l'expérience aussi en apprenant de comment ça s'était passé là. Fait que quand je suis arrivé sur le 80 kg, je me suis dit effectivement, pars pas trop vite en avant puis à te faire dépasser par du monde qui te font montrer que tu n'as pas bien géré ton début de course. Pars relativement tranquille, puis ramène du monde, puis dépasse-les, puis laisse-les pas te revenir. Fait que, en me plaçant de cette façon-là, sans m'être entraîné de manière spécifique, je me suis dit, si j'étais pour y retourner l'année prochaine, je pense que je serais capable probablement de me hisser autour du top 5, top 7, quelque chose de même. Puis ça a bien été que je ne sois pas allé, parce que ça avait été des conditions absolument exécrables. Il n'y avait plus à Sio pendant 3 jours, il pleuvait pendant la course, il pleuvait après. Puis... Fait que je suis resté comme sur une belle expérience. T'sais, ma dernière compé de trail relativement importante a été vraiment le fun. Puis, juste après ça, je suis passé sur marathon sur route. Puis là, encore une fois, premier marathon, j'arrive à Ottawa. Je veux juste faire mon 3h05 et moins pour aller me qualifier pour Boston. Il fait 29 degrés à 7h le matin quand il donne le départ. Je me suis dit, voyons ce qu'on peut faire. Puis, tu sais, reste dans tes temps, ajuste-toi aux conditions. Je me suis passé des éponges, je me suis assuré d'avoir tout le temps la tête mouillée et tout. J'ai vraiment profité du paysage. On traverse les quartiers, les familles sur leur terrain qui t'arrosent avec le boyau, qui t'encouragent.
Ça me faisait tout le temps plaisir. Je recroisais des gens parce qu'il y a des bouts où tu passes à nouveau à l'envers sur le parcours. Ils me disaient, tu t'entends encore en train de sourire, toi? C'est quoi ton... T'sais? Ouais, c'est ça, tu souris, t'as pas... Non, t'as non. pas un peu un moment, là, dans... C'était quelle distance, celle-là? C'était... Marathon d'Ottawa. Ok, marathon, Ouais. ok, bon, ok. Ouais. Ouais. Mais c'est ça, c'est... Quand tu fais un 80, là, t'as pas un moment que t'as plus envie de sourire? Là? Non, non. Moi, non, j'ajuste ma vitesse pour m'avoir toujours cette capacité-là à avoir du fun pendant. Que ça paraisse quand j'arrive au ravito, que je suis content de voir le monde, Mais ça, que même... j'ai hâte au prochain. Mais ça, à un moment donné, là, tu sais, tes jambes sont vides, là, tu sais, quand tu sors d'une longue sortie, là, mettons, j'ai fait une longue sortie cet été, j'ai fait comme quasiment 42, j'ai fait comme 40.5, tu sais, là, j'avais un entraînement là-dedans, fait que peut-être ça aide pas, mais tu sais, mais j'étais vide, je me dis, ok, j'aurais pas fait l'entraînement, mais j'aurais couru encore plus longtemps, parce que j'aurais couru plus lentement, vu que je faisais pas l'entraînement, mais ça, mes jambes, dans ma tête, elles auraient été... Mais tu dirais pour toi, c'était comme vu que tu t'es bien épaissé, tu te prends pas au stade dans un 80 kg de trail que tu vas courir 8h08, tu te rends pas à un stade que tes jambes sont comme... Parce que souvent on dit, là, beaucoup d'ultramarathoniens disent c'est purement mental, c'est purement... Je suis relativement d'accord avec ça. Moi, j'avais un ami qui m'avait dit, puis qui m'avait accompagné quand j'étais allé faire le 28 km d'Arikana. Lui, il faisait le 80. Puis moi, je trouvais que c'était complètement débat. Je disais, comment tu peux courir 80 km? Vous êtes des fous! Ouais. Bon, je me suis vite présenté moi-même comme un fou. Mais il m'a dit, Oli, si t'es capable de courir 2 heures, t'es capable de courir 12 heures. Puis je disais, t'es un malade, là, tu sais. Tu vois que t'es capable de courir 10 minutes, t'es capable de courir 1 heure. Tu veux pas faire multiplier par 6, tu sais. Mais il n'y a pas tellement tort, parce que, je veux dire, il n'y a absolument pas tort, parce que il s'agit juste plus longtemps que tu vas courir, puis si tu le sais, là, tu sais, c'est une course dont tu connais la distance, là, tu vas t'ajuster. Puis chaque nouvelle minute passée sur tes jambes va te paraître moins difficile que toi quand tu essaies de rentrer tes minutes à 3,20 par 25 degrés Celsius, tu sais. Quand tu les fais en sachant que tu as à les faire, parce que tu t'es inscrit par toi-même, là, rappelons-nous-le, là, quand tu arrives à une course de même, puis que tu souffres après 60, puis tu te dis « Je suis bien con, les organisateurs sont cruels avec nous. » Ils disent « Ouais, mais t'as payé pour venir ici, puis tu t'es inscrit par toi-même, puis essaye d'en tirer le meilleur que tu peux, tu sais. » Mais je dois dire que les moments que j'ai trouvés les plus difficiles dans des courses comme celle-là, c'est les moments où ça fait tellement longtemps que tu cours que même si tu t'es nourri comme tu pensais qu'il fallait, t'es tout le temps un peu en déficit calorique, puis t'es pas mal aussi en déficit glycémique, tu sais. Fait que, au 55e kilomètre, le gars que j'essayais de suivre, il s'en allait, puis je comprenais pas trop pourquoi. Puis là, je me suis mis à avoir un peu flou, puis à avoir de la difficulté à enjamber des racines, puis j'ai dit, non, là, je pense qu'il faudrait que, tu sais... Mais j'avais prévu le coup, je me traînais des dates. Fait que je me suis arrêté 2 minutes dans le bois. La recette des champions, les dates. Mais je fais rire de moi, en fait, parce qu'effectivement, pendant cette course-là, j'ai mangé 8 dates. Puis les gens disent, voyons, 8 dates. T'as juste mangé 8 dates au total dans la course. T'as rien mangé d'autre. Un 80 kilos. J'allais lentement, puis j'ai juste mangé mes dates au moment où j'en avais vraiment besoin. Mais le reste du temps, j'allais suffisamment lentement pour que ce que j'avais mangé dans mon carb loading de la semaine, plus mon déjeuner. Te soutienne. Ouais. Puis, mais Christy, quand j'ai mangé ces dates-là, je voyais plus flou, là. non, quand je suis reparti, mon gars, fait que j'ai ça, je l'ai repourchassé. Puis ça a été le fun aussi, parce que les 12-13 derniers kilos de cette course-là, je les ai passés à jouer un peu au chat puis à la souris avec ce gars-là. Qui ça donne être un Montréalais en plus, Cyril Galland, que je croise assez régulièrement à la piste à McGill, puis qui est un bon coureur. Fait que moi, j'avais juste à le suivre, il me traçait mes lignes, puis je me disais, si je suis à son allure, je suis en train de finir fort. Mais c'est vrai que quand je suis arrivé au dernier ravito, puis qu'ils nous ont dit 2.5 to go, puis là, j'ai compris que c'était 2.5 miles, puis pas 2.5 km. Ça veut dire que oui, effectivement, ça m'a fait comme quand est-ce qu'elle finit dans vos discours-là? Qui, dans les faits, n'est pas un 80 kg, est un 82,9 kg, tu sais. Et ils sont un peu cruels avec nous pour ça. Mais c'est ça, toute proportion gardée, c'est quand même une belle expérience que j'ai. Je peux dire que probablement que parce que j'avais très peu d'attentes, puis que je me suis présenté là en me disant j'essaie juste de le compléter, j'ai vraiment réussi à avoir une belle expérience. Puis aujourd'hui, j'en parle comme quelque chose d'extraordinaire, là. Parce que bien des amis que j'ai qui ont fait des courses comme celle-là, puis ils étaient comme
dégoûté du trail, maudite roche de marde, je suis plus capable. Ouais. J'ai l'impression que ça, beaucoup de monde dit. Moi, j'ai l'impression, dans ma tête, si je faisais ça, je me dis, j'ai l'impression que comme mes jambes seraient... J'apprécierais plus parce que mes jambes seraient mortes, mais tu sais, je l'ai plus jamais fait. Je peux pas dire. Moi, je suis persuadé que tu serais capable. Pas nécessairement que tu aurais du fun. Ouais, mais c'est ça. Mais toi, t'as l'air d'avoir du fun, tu sais, tout le long. Que selon moi, c'est rare d'entendre ça. D'habitude, le monde dit toujours c'est un combat mental. Ouais. C'est juste d'être très fort mentalement. Puis Ouais. continuer. Mais comme Mais toi, tu réussis à te pacer pour pas vraiment arriver à cette zone. Non, parce que c'est pas le fun quand tu passes à travers. Ah, c'est clair, c'est pas le fun. Mais tu sais, quelle course c'est le fun? C'est après, souvent, que c'est le fun. Ben, mais tu vois, j'ai l'impression, ouais, des trails, ça peut être le fun. Mais non, mais même l'été dernier, quand je rentrais mes marathons pas mal plus vite que je pensais même que j'étais capable de le faire, je me faisais dire le long du parcours par les policiers qui ouvraient le marathon de Laval, ils me disaient « On comprend pas comment tu fais, tu souris tout le long. » Mais tu te forçais-tu à sourire, Non. là, comme Kipchoge, Non. là, pour... Peut-être qu'à la fin, mes sourires ils devenaient de plus en plus forcés, mais j'étais authentiquement content de voir le monde dans leur entrée de garage m'applaudir en passant, là. Tu sais. Ouais. Puis à 3 minutes 35 par kilomètre, j'avais pas mal, j'avais pas faim, j'avais pas soif, j'étais pas tanné, j'étais dans une zone, tu sais. Puis je pense que cette zone-là, on peut seulement y accéder quand on s'assure d'avoir créé les conditions parfaites pour ouvrir les portes de ça, tu sais. J'avais couru un marathon 2 semaines plus tôt, j'avais abaissé mon temps personnel de 6 minutes. J'avais 2 marathons en 2 semaines? Ouais. OK. C'est pas nécessairement quelque chose que je recommande, mais je vais le refaire cette année. Je vais vérifier si c'est de l'étourderie ou si c'est une recette à succès. Mais... Une étude. Ouais, en temps réel. Avec un case study. Un participant. C'est qui ouais. le groupe contrôle? Ouais. Fait que j'étais juste parti en me disant, tu sais, je veux compléter ce marathon-là. J'aimerais ça le compléter en première place. Si je me base ces chronos des années précédentes, je vais pouvoir faire ça comme une longue sortie. Tu sais. Finalement, c'est pas ça que j'ai dû livrer. Puis ben, en étant forcé de pousser, je me suis rendu à pousser tout en étant bien dans l'effort. Magnifique matin, un magnifique parcours, plein de belles expériences tout le long. Puis quand je suis arrivé, je venais de retrancher 5 autres minutes à mon record personnel pour une deuxième fois en 2 semaines. Puis là, j'étais là. Qu'est-ce qui m'arrive, tu sais? Puis combien de temps je vais être encore capable de retrancher? Fait que c'est ce que nous verrons au mois de mai. Ah ouais. Mais c'est ça, justement, parlant de retrancher du temps des marathons. Toi, t'as fait un 2,32 c'était les marathons des pompiers à Laval de Laval. Puis toi, avant, c'était quoi ton record avant ça? 36,56 à Longueuil 2 semaines avant. 2,36,56. Ouais, puis ça, c'était de 2 semaines. Fait qu'avant ça, c'était quoi? 2,42,52 au Marathon de Montréal en 2016. Fait que t'as eu quand même une assez belle progression. Tu sais, c'est un peu similaire à Mélanie. Ça, Mélanie, c'est différent, là, mais... Tu sais, t'as eu comme c'était un peu le 2,32 de la façon que tu me décrivais ça quand tu courais, c'était comme ton breakthrough. Tu t'attendais pas à ça, surtout 2 semaines après avoir fait Longueuil. Puis Longueuil, t'avais quelqu'un à qui pourchasser, si je me trompe pas. Non, mais là, cette année, oui. OK. Mais non, c'est ça. Longueuil, t'étais tout seul aussi. Sam Trudel puis David Savard-Gagnon sont partis en avant. Puis moi, j'étais vraiment parti sur une allure, j'essaye de battre 2h40. C'est ça. Mais tu sais, t'étais comme... Il était en avant. Tu disais, peut-être je peux les rattraper. Puis t'aurais pu je rattraper pensais pas David, peut-être. Finalement, c'est ça, j'ai fini 59 secondes derrière lui, puis il a pas fini en bon état. Fait que je me dis peut-être que si j'avais su qu'il était juste là. Mais c'est ça, après ça, j'y allais vraiment pour le chrono dans ce cas-là. J'y allais vraiment pour, je veux essayer de battre mon 2,42,52. Puis finalement, c'est ça, je l'ai battu par quasiment 6 minutes pile. Tu vas être bien content. Christy, oui, puis c'était hors de toute attente. Fait que d'aller retrancher 5 autres minutes, après ça, je me suis dit, ben là, c'est quoi la nouvelle frontière, tu sais? Puis là, ben je la cherche. Fait que normalement, c'est à Chicago que je vais essayer d'aller enlever. J'aimerais ça enlever 5 autres minutes. Ouais, ben ça devrait t'aider d'avoir d'autres mondes avec qui courir. Ces deux marathons-là, t'as fait ça tout seul. Complètement. En gros. Là, complètement. Comme toi à Montréal. Finalement, après la deuxième moitié. J'avais la première moitié, j'avais du monde, là, mais ouais, la deuxième moitié un peu plus rough. Ouais. Les marathons qui sont conçus comme ça sont assez le fun. T'as tous les coureurs du demi. Ouais. Fait que toi, si tu veux faire ton 2,19, mettons, ben, tu te dis, je vais faire 2 fois 10, mettons, à peu près. Puis, mais c'est ça le truc aussi, il faut que si tu prends tellement avantage sur la présence des coureurs du demi dans la première moitié, la deuxième moitié va apparaître vraiment, vraiment difficile. T'sais. Fait que c'est aussi comme c'est à 2 tranchants. Fait que
pour Chicago, effectivement, il devrait sans doute y avoir un peloton autour de 2h27. Là. Fait que si je peux m'accrocher à eux, ça serait bien le fun. Puis, ben, c'est ça. En attendant, c'est de continuer à viser que ce soit dans le plaisir que j'aille chercher un nouveau chrono. Parce que si je reviens de Chicago en disant c'est 2h27, je suis vraiment content, j'ai réussi, mais j'ai souffert de la première à la dernière minute. Je me souviens de rien du parcours. J'ai pas souri à une personne le long qui nous encourageait. Je pense pas que ça vaudrait la peine. Si t'atteins ton chrono, tu penses pas? Parce que moi je me dis, là, tu sais, un marathon, là, quand je le pousse fort, là, oui, j'ai du fun à voir le monde qui m'encourage, mais je souffre pas mal tout le long, je me force à boire du Gatorade, je me force à prendre des gels, c'est pas tant c'est une expérience, un marathon selon moi, que le plus gros du plaisir tu l'as après, par la suite, en y repensant, en disant j'ai réussi à pousser puis à atteindre ça. Ouais. Toi, tu dirais, si je pousse puis tout le long c'est souffrant puis j'ai pas comme un peu de plaisir pendant, comme mettons à voir la foule ou quoi, ça t'intéresserait plus trop? Plus autant. Le dépassement de soi, pour moi, c'est une source de motivation importante, c'est vrai. Ben, j'ai l'impression que c'est toujours ça pour les coureurs, quasiment tous les coureurs c'est ça, mais toi tu dirais, c'est pas ta source principale, c'est juste le plaisir de courir. Puis d'avoir d'autres mondes, puis d'être immersé là-dedans. C'est une lutte serrée. C'est clair que de savoir là, que tu viens de faire ton premier demi en une 13:30, mettons, là, puis que si tu réussis à tenir le coup, ça va bien aller, puis tu vas avoir ton chrono, peut-être que oui, je serais capable d'aller puiser loin dans des réserves de douleur puis de déplaisir. Mais, puis c'est peut-être ça aussi ma nouvelle frontière, tu sais. Peut-être que je pourrais continuer à faire des 2,32 en souriant, puis en faisant des babayes, puis en faisant des high-fives aux enfants qui tendent la main sur le bord du parcours. Mais que si je veux vraiment aller dans le 2,27, 2,25, il va falloir que j'aille puiser dans la capacité à endurer de la douleur puis du déplaisir. Puis là, ben c'est ça. Peut-être que je l'essaierai une fois, puis je verrai si ça vaut le coup. En attendant, clairement, je sens plus que mon défi personnel, c'est de continuer à rester en bonne forme, en bonne santé, d'être présent pour ma famille, d'être disponible, de me réaliser dans mon travail et tout. Puis que la course à pied, c'est mon loisir, c'est mon vecteur d'amusement puis d'épanouissement, mais qui est un plus dans ma vie, qui n'est pas le centre de ma vie. Puis même si je faisais 2h27, là, je ne vais pas devenir un coureur professionnel. Là. C'est médiocre à l'échelle internationale, 2h27. Fait que si moi je le réussissais, je serais vraiment fier de moi, mais ça ne va rien changer à mon avenir financier, à ma réputation, à mon... Peut-être que je vais avoir plus de gens qui vont me contacter pour me demander « Hey, ça te tenterait-tu de nous donner des conseils sur comment courir? » Parce qu'à 2h27, tu es un meilleur coureur qu'à 2h32. Mais j'ai l'impression que pour être une source d'inspiration pour le monde, pour être informé, pour avoir de l'expérience pratique de ce que tu prônes en théorie, pour être capable de guider puis conseiller les gens du meilleur de ce que tu peux offrir, garder la composante plaisir pendant l'effort me semble, dans mon cas, à tout le moins, là, plus importante que égrener les secondes, quitte à ce que, tu sais... Mais c'est intéressant, tu as comme une motivation différente de la majorité des coureurs. J'ai l'impression que moi, personnellement, tu sais, quand j'ai commencé ça, c'était OK, je veux faire plus vite. OK, je veux faire plus vite cette prochaine course-là. OK, je veux un autre record personnel. OK, plus vite. Ouais. Là, c'est ça, ça devient plus dur à aller chercher, plus le temps avance, parce que tes temps deviennent de plus en plus difficiles à atteindre. Mais moi, c'est encore toujours ça. Mon prochain marathon, mettons en Rotterdam, je le fais pas parce que je le fais pas parce que c'est un beau parcours, je le fais pas. Je le fais parce que c'est un parcours rapide, puis j'ai envie de faire un record personnel. Aussi, il y a des petites motivations, genre est-ce que je vais faire les Olympiques, est-ce que je vais faire ça. C'est quand même pas une petite motivation. Ouais, mais tu sais, c'est comme, c'est quoi qui me drive à ça? C'est OK, je veux essayer de battre mon temps, OK, je veux essayer d'avoir la deuxième meilleure performance québécoise, je veux, tu sais, c'est toujours des temps.
Puis j'ai Mais je te l'impression que c'est comprends. ça pour comme 95% des coureurs, j'ai l'impression que c'est ça. Probablement. Puis toi, tu dirais que c'est moins ça. C'est plus. Ben, je pense que si j'étais à ton niveau puis que je pouvais aspirer aux mêmes choses que toi, Ouais, mais j'ai l'impression que c'est pas le monde. Tu sais, tout le monde, j'ai l'impression que c'est ça. Pas juste le monde à mon niveau, là. J'ai l'impression que tout le monde. Ah. Ben, je sais pas en fait. Je le sais pas parce que nous autres, dans notre club Athlétisme Ville-Marie, comme tout le monde, là, je suis sûr que tu demanderais ça à n'importe qui dans le club, va dire ben c'est quoi que tu veux faire? Ben, je veux m'améliorer. Je veux essayer au niveau master, je vais essayer de remporter ma catégorie master, je vais essayer de battre telle personne parce qu'on est rivaux. Je veux, tu sais, c'est tout le temps performance. Tu veux améliorer tes temps. Puis moi, dans ma tête, j'ai l'impression, tu sais, peut-être dans la catégorie du monde qui font plusieurs courses puis qui sont très, très focusés sa course niveau, tu sais, qui vont faire plusieurs courses, j'ai l'impression que c'est toujours ça, ils veulent aller essayer de chercher les temps. T'as peut-être du monde qui font juste qui aiment ça courir avec la foule puis tout ça, puis je peux comprendre ça aussi, mais comme dans ma tête, la plupart des coureurs, tu sais, les coureurs qui se disent comme qui se disent sérieux, comme ils veulent aller chercher des records personnels puis tout ça, puis t'as une partie c'est juste pour la forme puis tout ça, mais je savais pas. J'avais jamais pensé comme que cette source de motivation-là, comme que tu décris, que ça pouvait être le main driver, la source principale. Mais c'est intéressant, tu sais. Ouais. Ben, tu vois, moi, je visualise un peu ça de la même façon que quel effort tu es prêt à investir dans quelque chose que tu fais pour quel bénéfice t'en retires. T'sais. Si je te disais que ma sauce à spag, elle prend 30 minutes à préparer versus 4 heures à préparer. Mais les 3h30 de plus que j'investirais dans ma sauce à spag, elle serait juste 10% meilleure. C'est-tu des heures bien investies? Non, c'est sûr que non. Mais comme fait que tu te dis, fait que toi tu penses de même, tu te dis genre aller chercher un 5, aller chercher mettons le 20 secondes qui va me donner un PB sur 5 kilos, toi tu te dis ça vaut pas la peine. J'ai envie de l'essayer. J'ai envie de souffrir sur une piste pour voir si je suis capable de tenir en bas de 3 minutes du kilo pendant 1, 2, 3 km. Mais si ça fait trop mal, puis ça me fait trop chier, puis que ça me prend 3 jours à m'en remettre, puis que ça m'enlève le goût de courir pendant la semaine qui reste, parce que, tu sais, je vais reculer d'un pas, puis je vais dire, regarde, 15 minutes 50 versus 15 minutes 30... Quoi, c'est le 100e meilleur chrono au Canada là, quand tu fais 15 minutes 50, même pas, peut-être au Québec, tu sais. Ouais. Alors que je sois le 96e ou le 88e plutôt que le 100e. Tu sais, je vais être un meilleur père pour ma fille, je vais être un meilleur conjoint pour ma blonde, je vais être un meilleur collègue pour les gens avec lesquels je travaille, je vais être quelqu'un de plus fun à fréquenter pour les gens avec qui que je cours, puis les gens qui me posent des questions sur... T'sais. Fait que pour moi oui, c'est sûr que si mon PB sur 5 kilos c'était 17 minutes quelque chose, puis que ça me tentait même pas de me forcer pour l'essayer, ben on pourrait raisonnablement dire « Hey, le gars, c'est un jogger, c'est pas un coureur, tu sais. » Mais là, ben, l'envie d'enlever ces 20 secondes additionnelles-là, si ça veut dire que j'ai le goût du sang dans la bouche, des fois j'ai besoin de vomir après mon entraînement, j'ai mal dans les jambes quand j'ai fini, je me demande comment ça se fait qu'on fait ça à chaque fois. Là, je pense que j'amènerais ça au-delà de ce qui, moi, m'apparaît compatible avec la raison pour laquelle je fais ça. Fait que là, en ce moment, quand tu t'entraînes pour... Comme qu'est-ce qui te motive à aller faire ton entraînement, tu sais, de vitesse, là, pas de... Être en forme. Je sais que tu peux pas être autant en forme puis autant en santé, autant puissant d'un point de vue musculaire si tu passes tes semaines entières à courir à 5 minutes du kilomètre quand tu es dans mon niveau. Le plaisir aussi, les montées d'endorphines sont proportionnelles à l'effort que tu déploies. À la fin, t'es bien satisfait. Hier midi, quand je suis revenu après notre entraînement, je peux te dire que quand je me suis assis à table pour manger, ça m'a vraiment fait du bien. Puis pas mal plus que si j'étais juste sorti faire 1h30 relax. Ouais. Mais c'est sûr qu'il y a une part de dépassement de soi, t'sais. Mais quand, après 2 minutes à vous suivre, Phil pis toi, on n'était plus capable, ben je me suis pas dit force, puis pousse, puis la douleur, c'est important. Je me suis dit, laisse-les continuer, puis rembarque avec eux, puis donne ce que tu es capable de fournir, puis respecte ta capacité. Assure-toi de garder du plaisir dans ce que tu fais, puis assure-toi d'être meilleur chaque nouvelle fois que tu vas te faire. Crée les conditions pour que tu fasses pas plafonner, puis ensuite dégrader parce que tu essaies d'en faire trop, puis que tu es en train de te surentraîner. T'sais. Mais tu vois, c'est intéressant parce que moi, là,
toi c'est comme un peu un balance, un peu, puis on dirait que t'as le côté plus, je veux juste être en excellente shape, puis c'est plus intrinsèque, toi, ta source de plaisir. Après, je me sens bien, tout ça. Puis tu sais, moi, là, dans ma tête, là, je concevais pas ça. Tu sais, je peux pas, avant que tu m'en parles, là, mais moi, dans ma tête, là, la seule raison pourquoi hier, je suis allé sortir pour aller faire ça, c'est parce que je veux battre mes temps. C'est la seule raison. C'est inspirant de devoir aller, tu sais. Puis c'est inspirant de devoir forcer comme tu forces, puis pas fléchir, puis pas faiblir. Ouais, mais tu sais, tout le monde force, là, tu sais, dans un entraînement. Mais c'est ça, c'est dur à dire, est-ce que je force autant que l'autre personne force? C'est toujours une question. Parce que, tu sais, moi, souvent, j'ai l'impression, je regarde du monde, là, je me dis, là, ils me racontent, ouais, moi, quand je cours, là, je vois des étoiles là, dans tel entraînement, je suis comme, crime, là, c'est pas bon, là. Comme toi, il y a d'évanouir, là, tu sais. mais comme, tu sais, il y a beaucoup de monde qui se pousse jusqu'à ce point-là, dans à peu près, tu sais, plusieurs workouts. Je demandais combien de fois ça arrive. Tu sais, plusieurs fois par mois, là, tu sais, j'ai des entraînements, je pousse, puis je vois des rêves, je suis comme, crime, moi, peut-être que j'ai un mécanisme dans moi qui m'empêche de me rendre là, mais ça m'est jamais arrivé de courir, puis vraiment de voir des étoiles, tu sais. Fait que, tu sais, je me dis, ben, des fois, j'ai l'impression que je force pas autant que d'autres personnes. Fait que c'est toujours une bonne question, mais c'est ça. Pour revenir à ça, tu sais, moi, là, tu sais, j'ai un gros entraînement, là, pendant, j'ai absolument aucun plaisir. C'est de la souffrance, mais tu sais, t'as juste la satisfaction, peut-être, de si tu réussis à courir avec la personne à qui tu voulais courir. Ouais. Là, t'es comme, ok, au moins, j'atteins ça. Fait que ça te récompense un peu à la fin de chaque répétition. Mais, tu sais, je souffre tout le long. Après, j'ai une petite montée d'endorphine. Mais, tu sais, si c'était juste pour ça, je le ferais pas. Tu sais, la petite montée d'endorphine, là, moi, c'est juste, je veux faire bien à Rotterdam. Puis je sais, la course, c'est un des seuls sports qui est... des sports d'endurance comme le triathlon, le vélo, la natte, la course, c'est parmi les seuls sports que tu sais, c'est tellement clair le lien entre l'entraînement puis le résultat. T'as d'autres sports. Rien qui est laissé au hasard. C'est ça. C'est pas la performance de l'autre équipe qui conditionne ta performance. Ben c'est ça, c'est pas tes coéquipiers. Tu sais, du basket, mettons, là, ben là, il faut que tu prennes ci en compte, puis ça en compte, puis tu sais, c'est quoi l'entraînement qui va vraiment t'aider à t'améliorer. La course, c'est clair, c'est la course. C'est toi puis ton chrono. C'est ça, fait que tu peux voir directement le lien entre... Puis j'ai l'impression que c'est ça qui aide les coureurs à être... Tu dis souvent un coureur, c'est une personne qui est comme déterminée, puis qui est comme qui est focus, puis tout ça, versus quand tu compares à d'autres sports, que le monde, souvent, il y a comme une réputation des fois, il y a tel joueur qui est un slack. Mettons Allen Iverson, qui était connu pour son quand il a fait une entrevue, puis là, il était pas présent à la pratique, puis là, il est comme « We talking about practice, man », puis il dit, tu sais, pour lui, la pratique, c'est pas tant important, c'était juste d'être là dans le game, parce que c'est la game qui compte, puis il voyait pas trop le lien. Mais tu sais, quand tu parles, j'ai l'impression le coureur, il voit le lien clairement, parce que c'est tellement clair, puis c'est ça qui le fait être là à tous les jours, être là, faire ces 2 ou 3 entraînements par semaine. Mais c'est important, puis je pense que tu touches à quelque chose de central aussi dans en tout cas, selon moi, l'incompatibilité de la course à pied puis des sports d'équipe. Moi, là, j'ai longtemps joué au hockey quand j'étais jeune, puis j'ai pas mal aimé aussi, quand j'ai commencé à l'université, jouer dans une ligue de soccer amicale. Puis j'aimais vraiment ça, être sur le terrain avec le ballon, puis courir, puis essayer de participer à construire des jeux. Mais que je trouvais des sources de frustration dans le fait qu'il y ait tout le temps quelqu'un dans mes jambes qui m'empêche de jouer. Qu'on soit tous là sur le terrain à essayer de s'empêcher les uns les autres de réussir. Ouais. Puis c'est vraiment là que j'ai réalisé comment j'avais plutôt une personnalité du type entraînement, détermination, assiduité, mais qui ne dépend que de moi. Ouais. T'sais? C'est moi qui sors, c'est moi qui me rends à la piste, c'est moi qui pars mon chrono, c'est moi qui m'impose de rentrer des temps. Puis, à part un orage ou une grosse bourrasque de vent, il n'y a rien ni personne qui va m'empêcher de réussir. Mm-hmm. Fait que cette part de détermination-là qui est très intrinsèque. T'sais. Parce que quand tu marques un but, ça dépendait de comment que tes joueurs s'étaient positionnés pour empêcher que les autres t'empêchent. Puis, fait que tout ça embarque dans un grand schème où tout le monde dépend de tout le monde. T'sais. Si toi, tu ne rentres pas tes temps durant ton entraînement, puis tu ne performes pas ton marathon, you have only yourself to blame. Puis,
moi, je veux pas non plus jouer la blame game, tu sais, de me dire « Ah, je me suis pas bien entraîné, ah, j'étais pas bien préparé pour cette compé-là. » Je veux pouvoir en tirer du plaisir dans chaque chose que je fais. Mais il y a une part importante là, de ce que je fais qui est extrinsèque quand même, tu sais. Je fais jamais ça à l'insu de qui que ce soit. Tu sais, je vais jamais aller courir un marathon sans jamais l'avoir dit à personne. Je cours régulièrement avec des amis qui me demandent c'est quoi ta saison, tu t'entraînes comment, tu t'entraînes pourquoi. Quand j'ai réussi à rentrer mes temps puis que je cours avec mes amis, je leur en parle, je suis content de ça, tu sais. Puis on se nourrit de ça aussi, ça nous alimente dans notre motivation, dans notre détermination, puis dans l'assiduité qu'on est capable de mettre, puis le cœur à l'ouvrage, tu sais. Mais la part intrinsèque aussi qui est, tu sais, ben là aujourd'hui, il n'y a personne avec qui aller courir, puis il faut que j'aille rentrer mon entraînement d'intervalle. Puis ils vendent, fait que, tu sais, il va falloir que je combatte, là, parce que dans le home stretch sur mon 400, là, mon cœur il va monter haut là, pour que je réussisse à faire mon tour. Mais quand tu as réussi à le faire, là, puis que tu es capable d'être vraiment fier de ce que tu as accompli par toi-même, puis que ça ne dépendait pas de personne d'autre, ça aussi, c'est une source de motivation intéressante. Mais jamais en tout cas, je pense pas que je sois capable mentalement de travailler dans des zones d'effort aussi déplaisantes que toi, puis je pense que c'est ce qui fait la différence probablement entre les succès qui t'attendent toi versus moi. Mais ouais, c'est dur à dire parce que moi je peux pas voir toi comment tu sens, toi tu peux pas voir moi comment je me sens. Mais quand je t'entends puis que je te vois poursuivre puis pas fléchir puis que moi j'ai juste envie de ralentir, je me dis c'est peut-être ça qui distingue les vrais hommes. Mais t'as envie de ralentir mais tu ralentis pas. C'est ça. Tu continues toi aussi, tu sais. Ouais. Mais Puis tu vois, j'amènerais un autre point qui est un peu tangentiel par rapport à ça, mais celui qu'on appelle l'autolimitation. La restriction, l'autocontrainte. Là. Moi, quand je suis passé à une alimentation exclusivement plant-based, là, ouais, vegan. Les gens me disent comment tu fais pour te priver de viande? Comment tu fais pour te priver de fromage? T'attends pas des fois à un moment donné de juste te garrocher dans un rack de côte levée puis de, tu sais, t'es capable de sentir du barbecue comme ça puis de des côtes levées, oui. Mais je peux pas dire parce que je suis pas comme ça depuis que je suis né, tu sais, mais c'est des choix que j'ai faits parce que j'ai constaté les bénéfices pour ma santé de ne plus intégrer certaines choses dans mon alimentation. Mais c'est encore une façon de le voir, tu sais. Si tu passes ton temps à concevoir les mêmes recettes que ce que tu te faisais avant, mais tu les fais sans fromage, puis là, t'es comme, ben oui, ils sont moins bonnes, tu sais. Ben ouais, ça goûte bon. Mais ça, c'est tough, ça, c'est tough en lui. Mais change ta recette, ouais. si le fromage, il te fait du tort parce que tu as des ballonnements, parce que tu dors mal, parce que tu as des pics d'énergie, puis après ça, tu crashes, parce que, ben, élimine-le, mais remplace-le par quelque chose de le fun, tu sais. L'alimentation, elle peut être le fun, même si elle exclut des choses. Mais c'est sûr que si tu présentes ça comme moi, je suis une personne qui mange pas de, versus moi, je suis une personne qui mange plutôt des, tu sais, ben, tu peux avoir la même variété dans ton alimentation, tu peux avoir le même plaisir gustatif, tu vas avoir le même plaisir de préparer tes ingrédients puis de les consommer. Si tu as choisi ça, si c'est pas une contrainte qui t'est imposée, puis si tu le fais avec des motivations intrinsèques comme je veux être bien dans mon corps, je veux avoir un sommeil réparateur, je veux digérer comme il faut, je veux être en pleine forme pour mes entraînements, mais je le fais pas parce que quelqu'un me l'impose, puis je le fais pas parce que je me sens contraint à le faire parce que la science dit que... Non, c'est un choix que je fais. C'est un choix que je fais de sortir courir par 2 degrés Celsius sous la pluie. C'est un choix que je fais de manger du tofu plutôt que du poulet. C'est un choix que je fais de prendre la boisson de soya plutôt que du lait dans mon... T'sais. Mais par un ensemble de choix qu'on fait, si les raisons pour lesquelles on les fait sont en phase avec qui on est comme personne, qui on veut être comme personne, je vois pas de limite à ce qu'on est capable d'accomplir. Si on se donne les bonnes raisons, puis les bons objectifs, puis les bons moyens d'essayer de les accomplir. Là, pour revenir à l'alimentation végane, parce que dans le fond, il y a beaucoup de monde. Pour nos auditeurs, je voudrais donner certains conseils. On voudrait savoir c'est quoi des bons trucs, par exemple, pour les personnes qui veulent essayer, souvent Veganuary, donc ça c'est en janvier, tu essaies de manger vegan ou juste ceux qui veulent faire comme résolution, parce que là, on est dans ce temps-là de l'année, d'essayer de réduire leur consommation de viande ou de produits animaliers. Ce serait quoi tes conseils? Varier.
pas penser que toutes les viandes, toutes les volailles, tous les poissons, tous les fruits de mer peuvent être remplacés par du tofu, puis c'est tout. Tu sais, tu vas te mettre à manger trop de tofu, puis c'est pas bon. Tu mangerais pas du poulet à tous les repas. Pourquoi tu mangerais du tofu à tous les repas? Il y a des légumineuses de plein de variétés. Il y a des lentilles. Il y a toutes sortes de variétés de protéines de soya ou de blé qui sont offertes, qui peuvent remplacer à merveille un genre de bœuf haché ou un genre de poulet haché ou un genre de poulet effiloché. Donc, d'intégrer de la variété pour que l'alimentation reste aussi le fun. Il y a des gens là que ça leur tenterait de manger des céréales 3 repas par jour toute la semaine, puis je leur dirais dans ce cas-là, moi aussi, présent et coupable. Mets une source de protéines dans ton bol de céréales. Tu sais, si tu troques ton lait de vache par de la boisson de soya, mission accomplie. Moi, en plus, je mets des graines de chanvre et des arachides. Puis là, après ça, là, toi à côté avec ton T-bone, je m'excuse, mais t'as pas autant de protéines que moi dans ton alimentation. Fait que c'est ça. Ne pas avoir peur que... Beaucoup de gras dans le T-bone. En plus, puis pas nécessairement du bon. Ouais. Alors que dans un avocat, dans de l'huile d'olive... Des meilleurs gras. C'est ça, du lait de coco. Fait que variété, se faire confiance aussi, puis faire confiance aux outils dont on dispose pour se lancer là-dedans. Pas se dire, hey, tu sais, il faudrait que j'ai les conseils d'un ou d'une nutritionniste pour me guider. Ben, t'as pas eu de conseils d'un ou d'une nutritionniste pour devenir omnivore. T'as pas besoin nécessairement des conseils d'un ou d'une nutritionniste pour devenir végétalien. Il faut juste que tu utilises les mêmes outils que ceux que tu utilises d'habitude pour trouver tes recettes. Puis des recettes véganes, puis en plus, on est dans le meilleur mois de l'année. Puis on est probablement la meilleure année de l'histoire de l'humanité, probablement, pour avoir accès à... Non, c'est clair, de nos jours, l'accès manque pas. Là, on peut... Puis il y a les recettes de Jean-Philippe, puis il y a tellement... Là, tu peux trouver ça sur Internet. Mais c'est sûr, il faut faire... Je comprends un peu les gens qui veulent être cautieux. Comme par exemple, moi, quand j'avais commencé, mon père, il capotait un peu. Il disait, là, tu vas avoir goûté protéines, tu vas-tu manquer de vitamine B12. C'est une question légitime de la part des gens. Ben, mais c'est légitime. Mais elle n'est pas basée sur les connaissances qu'on a des sources de protéines. Mais ils veulent s'assurer que... Parce que ça existe, là, des véganes que leur santé est vraiment pas correcte. Mais c'est pas santé leur affaire parce qu'ils le font pas bien. Ouais. Ils sont pas assez renseignés, puis tu peux trouver des mauvaises sources, mais je dirais de moins en moins il y a vraiment de mauvaises sources d'alimentation végane. Je pense comme il existe tellement de mauvaises sources pour d'autres choses là. Tu googles quelque chose puis tu vas te rattraper sur un site que c'est n'importe quoi. Ouais. Mais j'ai l'impression pour des recettes véganes, selon moi, là, il y a tellement de bonnes ressources que c'est ça, faut juste prendre le temps de le chercher. Ouais, mais si on renverse l'argument à l'envers, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont véganes qui sont pas en santé parce qu'ils s'abreuvent pas aux bonnes sources. Mais si on regarde les données de santé publique, puis si on fréquente les hôpitaux québécois, les omnivores en mauvaise santé, il y en a en tabarnak. Ah ben, techniquement, si tu regardes l'espérance de vie, les vegans, les végétariens dépassent les omnivores. Mais c'est clair, t'as toujours cette image-là, quand tu t'imagines un vegan, là, tu te dis c'est la petite personne un peu maigrichonne. Rachitique, blanc, blême, c'est ça. qui mange juste du jus de carotte, puis du thé, du sétan, puis du tempeh. Des hippies, puis tout ça, mais tu sais... de plus en plus, l'image, ça fait un peu renverser, de plus en plus comme d'athlètes, surtout dans les sports d'endurance, puis aussi comme l'homme le plus fort du monde, je pense que Patrick Baboumian, quelque chose de genre, qui est vegan. C'est un gars, là, il est immense, puis il lève les plus gros poids. C'est l'homme le plus fort, le strongman, le meilleur strongman pendant un bon bout de temps. Jusqu'à temps qu'il devienne vegan. Non, c'est une blague. Après ça, il est devenu gros de même. C'est ça. Non, c'est ça. Mais l'image commence à de plus en plus à traverser. Puis les bodybuilders vegan, là, ça devient... tu sais, puis c'est sûr, tu veux pas que ça devienne trop un fad, là, puis que le monde fait ça n'importe comment. Mais de plus en plus, le monde réalise, mais une alimentation vegan, mais tu vas avoir moins de mauvais gras. Tu vas avoir... tu vas avoir plus de protéines directes si tu les prends bien. Plutôt que de les faire manger par l'animal, puis de tuer l'animal tu après. Le prends directement. La vache, elle va chercher ses protéines, mais du gazon, elle est capable, puis mettons du soya, si on lui donne du soya ou whatever, puis elle va les chercher de même. Ben, pourquoi nous, pas aller les chercher? Dans le soya, il y a beaucoup de monde
Le soya, c'est quasiment une protéine complète. Il y a à peu près le parfait ratio d'aminoacides. Il en manque peut-être un qui est un peu plus faible, mais je mets du tofu dans mes pâtes. Protéine complète. Voilà. Puis des protéines complètes là, dans les animaux qu'on achète à l'épicerie, il n'y en a pas tellement non plus. Là. Fait que... de ce que j'ai lu, d'habitude, quand ça vient de l'animal, c'est une protéine complète. C'est en soi. Non, mais OK, je reformule. Quand tu mets dans ton assiette principalement de l'animal acheté à l'épicerie, dans l'état dans lequel il est, ben que tu supprimes en prenant cette place-là dans ton assiette une quantité importante de légumes ou de grains entiers ou de... Ton profil alimentaire global pour ton repas est jamais aussi bénéfique. Oui. Ah, c'est clair. C'est clair. On le voit en Amérique du Nord, c'est ça le problème. Les assiettes, c'est pas ce que ça devrait être. Un gros steak avec 2 patates au four. Ouais, c'est ça. Je sais pas combien de temps tu vas être capable de carburer là-dessus. Ouais, c'est ça. Tu regardes le guide alimentaire, c'est majoritairement... tu veux... Ben, là, pour un coureur, ça va être différent parce que tu as besoin d'avoir beaucoup de calories. Fait que la base, ça devrait être probablement le grain, donc les pâtes, le riz, tout ça. Mais tu veux quand même avoir beaucoup de légumes, puis tu mets un peu de protéines là-dedans. Voilà. Mais tu regardes les données, là, tout le monde a toujours peur de manquer de protéines, encore plus si tu fais du sport, c'est normal, c'est totalement rationnel comme peur, mais tu regardes les données, puis putain, l'intake de l'ingestion de protéines en Amérique du Nord est bien plus élevé que ce que tu peux métaboliser. Exactement. On en pisse une bonne partie. Ah ouais. C'est ça, la majorité, dans la majorité de la population. Fait que tu sais, c'est ça, il faut se renseigner, puis il faut faire attention de ne pas aller voir Food Babe ou des niaiseries de même. Mais ça amène à 2 autres choses aussi que j'aurais tendance à donner comme conseil aux gens. Imaginez-vous pas que vous pouvez prendre 100% de vos protéines nécessaires pour une journée dans un repas. Parce que c'est malheureusement ce que bien des gens font en Amérique du Nord. Non, faut que t'en prennes à tous les repas. On prend un déjeuner qui contient à peu près pas de protéines, là, un bol de Frosted Flakes avec du lait, puis après ça on dîne sur le pouce avec un petit sandwich de cafétéria avec une tranche de jambon dedans, puis si t'es chanceux une tranche de fromage, mais des fois orange, tu sais. Puis là, le soir, par exemple, c'est le gros steak, mais sauf que ton corps peut pas métaboliser toutes ces protéines-là. Dans une journée, il peut, tu sais, mais divise ton steak en 3. Donc, que tu sois vegan ou pas, mange bien pour les bons moments de la journée. Puis le soir, c'est le moment où tu as le moins besoin de manger, parce que d'habitude, tu vas te coucher à peu près 2-3 heures après avoir fini de souper. Puis la nuit, ben, ton corps peut fonctionner sur les réserves de ce repas-là. Par contre, le matin, ben, tu déjeunes, puis là, ben, c'est vraiment important de prendre un repas consistant puis nutritif. Fait que manger les bons macronutriments, là, le bon profil glucides, lipides, protides, matin, midi et soir, en fonction de ta dépense énergétique dans la journée. Puis d'habitude, quand tu te lèves le matin, tu as plus de dépenses énergétiques qui t'attend que quand tu finis de souper le soir. Ça dépend toujours des gens. Là. Je peux pas dire ce que vous faites de vos nuits. Mais donc, ça, c'est un premier conseil. Puis le deuxième... Donc, un bon déjeuner, c'est surtout ça? Selon moi, c'est très bon déjeuner, relativement bon dîner, puis souper assez léger. Puis moi, mon souper, c'est surtout des légumes. Presque jamais de glucides. Mon souper, c'est souvent 2 légumes puis une source de protéines. Fait que je vais me faire, par exemple, brocoli, chou-fleur, lentilles. Ou je vais faire, mettons, haricots verts, poêlés de champignons, tofu avec tofu poêlé avec de la levure alimentaire pour que ça fasse une petite croustillant, un petit peu goût fromagé. Mais pas plus. Puis pas une grosse portion. Mais si tu voyais la taille de mon bol de céréales quand je déjeune le matin au travail... Puis pour nos auditeurs, ils deadlift d'environ 270 livres. Hier, j'ai fait 305. 305 livres de deadlift. Donc, tu as le poids, puis là, tu le lèves de même là, à partir d'en bas. Donc, ça se fait. Je pense pas qu'il y a un problème au niveau alimentaire pour se rendre là de lever 270. Non. Moi, je suis pas capable. Mais ça va venir, si tu veux, ça va venir. Encore une fois, peut-être que moi, ce que je pousse dans la douleur au gym, ça ressemble à quoi toi tu pousses dans la douleur dans tes entraînements. C'est ça. Moi, le gym, c'est pas là que je suis très très fort à pousser. Le monde m'entend pousser, mais c'est pas proportionnel au poids que tu lèves. Ben, c'est ça, c'est pas proportionnel au poids que je lève. C'est peut-être proportionnel à mon effort, mais pas au poids levé. Mais c'est ça, puis moi personnellement, j'aurais quelques conseils d'alimentation végane ou végétarienne pour nos auditeurs. C'est vraiment
faut d'abord que tu aies la nourriture chez toi. Puis souvent, c'est pas... Il faut d'abord que tu commences avec ça, puis d'avoir la nourriture facilement accessible. Ça dépend des qui. Moi, je suis une personne très lâche. Donc, si je pourrais avoir une recette qui va me prendre 45 minutes à faire, il y a des bonnes chances que je la fasse pas. Donc, j'ai quand même développé mes recettes vraiment paresseuses, si on veut. C'est des variations sur des pâtes ou sur ou des fois juste du pita puis du hummus. S'il faut qu'on y aille là, ben j'y vais là. Puis j'y vais souvent d'ailleurs. Mais c'est de l'avoir facilement accessible puis rapidement accessible parce que quand tu reviens de ton entraînement, tu veux l'avoir vite. Puis il y a des façons de l'avoir vite, mais que ça va pas être vegan ou végétarien. Fait que là, t'as pas de très bonnes chances d'avoir de succès dans ton plan. Mais si t'as des pâtes, si t'as le tofu, il est prêt, tu as juste à le couper, ça prend 1 minute. T'as la sauce qui est là, une canne de légumineuses, tu fais juste l'ouvrir, tu sais. Parce que souvent, ce qui est tough aussi, tu sais, on essaie d'être gentil avec l'environnement, puis fait que là, on achète des légumineuses sèches, mais là, il faut que tu les mouilles. Puis là, t'as oublié de les mouiller. Fait que tu sais, d'avoir une petite réserve, juste quelques cannes, ben déjà là, tu vas plus aider l'environnement en au moins ayant mangé les légumineuses au lieu du bœuf, beaucoup plus que tu vas polluer l'environnement avec ta canne. La boîte de conserve qui va être recyclée. Ouais, c'est ça. Puis ça m'amène aussi à dire, quand tu fais les transformations toi-même, c'est toujours meilleur pour ta santé que si tu as compté sur un fabricant ou un épicier pour faire la transformation pour toi. Fait que sel et poivre, mets de l'huile, mets ton gras, mets ton sucre toi-même à la maison, sérieusement, c'est sûr que ça va être meilleur. Fait que quand tu l'apprêtes toi-même, ton tofu, plutôt que d'acheter déjà un tofu mariné dans une sauce... Ça prend un peu de pratique pour le rendre meilleur. C'est sûr. Mais le moins d'aliments transformés possible dans ton alimentation aussi, c'est la meilleure chose à faire. Les légumes, tu fais juste couper les bouts qui se mangent pas, juste les passer rapidement à la poêle ou dans une marguerite pour qu'ils soient un peu chauds. Une marguerite? Le truc dans lequel tu les cuis à la vapeur. Oui. Mais vous voyez comme j'ai beaucoup de connaissances culinaires. Tu manges des marguerites, c'est ça? Puis, je pensais que tu voulais dire margarine, mais que ça avait mal sorti. Non, tu passes dans la margarine. Dans la margarine. C'est vegan, mais c'est pas nécessairement bon. Mais c'est ça aussi, c'est une des autres choses. Hein? Les Oreos, c'est vegan. On dit souvent, c'est pas nécessairement bon pour la santé parce que c'est vegan. Faut faire attention à ça. Fait que, aliments prêts, livre de recettes relativement simple que tu te constitues toi-même en fonction de tes capacités dans une cuisine. Puis manger pour le plaisir, puis accepter qu'il y a des affaires qui sont vraiment goûteuses, qu'il y a des affaires qui sont vraiment originales, qu'on est dans un environnement dans lequel on a accès à une variété de bouffe incroyable, puis se donner la chance d'essayer. T'es prêt à essayer des cours de violon, t'es prêt à essayer le macramé, le hot yoga, peut-être que t'es prêt à essayer aussi de goûter des nouveaux types de champignons ou de goûter des nouveaux types de protéines végétales plutôt qu'animales, tu sais. Puis c'est ça, je pense que ça prend une base de curiosité. Puis ça prend aussi, je pense, un entourage inspirant ou motivateur. Ça prend des gens qui dans ton entourage, sont game d'essayer ces recettes-là. Quand tu les reçois à souper, puis tu leur dis, je vais vous faire un pâté, mais au lieu que ce soit chinois, mettons, je vais le faire à l'indienne, avec des lentilles, du curry, du curcuma, des patates douces, tu sais. Ah, ok, tu sais, je suis prêt à essayer. Puis à partir de ce moment-là, je pense que c'est vraiment possible pour les gens de faire la transition graduellement. Mais je dirais pas, tu sais, demain matin, mange ton T-bone toute la semaine, puis la semaine suivante, c'est fini pour toujours la viande. C'est sûr que c'est comme arrêter de fumer, là. On a des dépendances qui sont profondément ancrées parce que c'est les habitudes de la consommation de l'Occident depuis, je sais pas, 150 ans. Qu'on mange autant d'animaux, que l'industrie laitière soit aussi forte, puis qu'ils nous fasse manger des produits, des dérivés de lait plusieurs fois par jour, tous les jours, depuis notre tout jeune âge, tu sais. C'est long, là, de transformer ces habitudes-là, mais en les transformant graduellement, puis avec des sources de motivation intrinsèques comme « je me sens mieux », puis avec des sources de motivation extrinsèques comme je fais du bien à l'environnement en mangeant moins de bœuf, les veaux qui souffrent de ne pas avoir leur mère qui leur donne du lait parce que les vaches laitières doivent, tu sais, ben là, tu commences à penser au côté plus éthique puis écologique de ton affaire. Puis si tu mets ça ensemble, je pense que ça peut vraiment te donner les moyens de faire la transition. Au même titre que c'est ça. Pourquoi je me mettrais à aller courir comme un forcené quand il pleut?
Ben parce que c'est vraiment bon pour ta santé d'aller courir. Puis si au Québec, tu vas pas courir quand il pleut, tu courras pas beaucoup dans l'année. Ouais. Fait que, tu sais, des fois, il faut se botter le derrière un petit peu, mais en règle générale, le plus difficile, c'est d'aller le faire. Puis quand tu reviens, t'es tellement content de l'avoir fait. Ça fait tellement de bien de l'avoir fait. T'es fier, puis tu te sens mieux dans ta peau. Fait que, c'est ça. Il n'y a pas de raison, je dirais, de se limiter. Il y a juste, des fois, des vieilles habitudes profondément ancrées qui nous limitent là-dedans. On peut les vaincre. Ouais, on peut les vaincre. Puis je pense un autre truc dans le style un peu, on peut les vaincre. Un truc que je peux donner aux auditeurs, c'est de pas avoir peur de l'échec. Parce que moi quand j'ai commencé 6-7 ans, je me souviens plus trop, comme avant de commencer, j'avais juste peur, tu sais, d'échouer. Tu sais, je me disais, là, je veux pas être végétarien parce que je serais pas capable. Tu sais. Puis là, une soirée, je me suis dit, je vais essayer. Tu sais, juste. Puis là, j'ai commencé, puis j'ai fait, c'est pas si pire que ça. Puis, tu sais, puis c'est pas grave, là, si à un moment donné, tu t'échappes, puis t'as un craving, une soirée, puis tu l'échappes. Mais c'est pas grave, au moins t'essayes. Puis après ça, tu te remets dedans. Tu te dis, OK, j'ai juste fait, j'ai fait une fois. Ce janvier vegan, whatever, ou végétarien, tu sais, tu le fais à ton niveau, là. Puis selon moi, tu vas te surprendre. Puis c'est même une façon de le dire, tu sais. Tu peux dire, sur 31 jours en janvier, j'ai échoué une fois. Mais tu peux dire, j'ai réussi 30 fois. Ah ouais. J'ai réussi 30 fois. Je m'étais fixé un objectif de sortir courir tous les jours. Mais là, hier, il faisait trop mauvais. Mais je suis sorti courir les 30 autres jours. Ben c'est ça. C'est souvent, on se tape dessus en se disant, ben là, j'ai échoué. Mais oui, mais t'as quand même, tu sais, t'as réussi 30 sur 31 ou t'as réussi, mettons, 20 sur 30. Déjà là, c'est un succès. T'as réduit ta consommation de viande de 2 tiers, là, mettons, parce que t'en prenais tous les jours. Déjà là, c'est un succès en soi. Donc, tu te mets un objectif, mais c'est ça. Puis j'ai l'impression que les coureurs, pourquoi il y en a autant de coureurs qui sont vegan ou végétariens, c'est souvent c'est ça, c'est du monde qui sont quand même déterminés puis qui ont pas peur trop des échecs. Tu le fais, t'essayes, j'ai pas atteint mon temps, je vais l'avoir à la prochaine course. Puis là, ce mois-ci, j'ai réussi à sortir cette fois, je sais pas. Mais c'est ça, de pas avoir peur de l'échec, d'essayer, puis c'est souvent comme ça que tu commences la course, tu disais, je vais juste essayer, puis c'est pas si pire que ça, finalement. Puis, tu sais, il y a des gens, moi je fonctionne pas comme ça, mais il y a des gens qui fonctionnent beaucoup par quand on se compare, on se console. Aussi. Compare-toi. Moi, oui, souvent. Compare-toi avec tes voisins qui sont sédentaires, qui chaque fois qu'ils ont besoin d'aller faire une commission, ils prennent leur voiture. Qui sont tous les soirs à la maison, assis sur leur sofa, à regarder des images qui bougent sur un écran. Qui se font régulièrement livrer de la bouffe ou qui passent régulièrement dans des comptoirs de restauration rapide pour prendre un Big Mac ou un petit matin ou un... Puis dis-toi, hey, tu sais, pour ma santé globale, puis pour mon poids sur la santé publique, pour ce que je vais coûter en hospitalisation puis en soins de santé plus tard, je suis déjà en train de faire des pas dans la bonne direction. Si chaque semaine... J'essaie de réduire la quantité de malbouffe que je mange. Chaque semaine, j'essaie de réduire le temps que je passe à rien faire, puis plutôt à le transformer en temps que je passe à aller prendre soin de ma santé, en faisant du yoga, de la musculation, de la course à pied, de la natation, du vélo, de l'escalade. Puis vois chacune de ces réalisations-là comme une source de fierté qui te donne envie d'en faire plus, de faire mieux. De te dépasser. C'est de même ça fonctionne. Tu fais un, puis là, ça te récompense, puis t'en fais un autre. Puis moi, je suis même pas mal persuadé que pour la majorité des gens, plus tu prends soin de ton corps par l'activité physique que tu fais, plus tu vas être tenté naturellement de prendre soin de ton corps aussi par l'alimentation. Mm-hmm. Parce que il n'y a rien de mal à aller se claquer une grosse poutine après une longue sortie de course. Non. Mais... je suis pas mal sûr que la fréquence à laquelle tu vas te claquer une grosse poutine va être pas mal moins grande si tu as intégré l'activité physique de manière régulière dans ton mode de vie. Mais c'est clair, t'as 100 après. Mais tu sais, des fois, on peut aussi utiliser ça comme une excuse. Ben là, j'ai couru, fait que je peux. Puis tu sais, c'est vrai en fait, parce que honnêtement, je pense qu'on est d'accord avec ça. L'activité physique, je pense que c'est beaucoup plus important que l'alimentation pour la santé. Je pense que c'est ça le gros problème.
Mais ça veut pas dire que c'est inutile. L'alimentation, c'est quand même, selon moi, ça peut donner de quoi. Ça peut t'aider à t'améliorer si tu fais quand même, tu fais pas, t'essaies d'avoir bien des légumes, tout ça, ça t'aide à rester en santé. Moi, je suis souvent malade, mais j'ai l'impression que je le suis moins depuis. Je peux c'est rien de scientifique, là, c'est juste une impression. Mais c'est ça, j'ai l'impression quand même juste de déjà là sortir, c'est là que tu vas aller chercher comme 90% de ta santé, mais tu peux quand même aller chercher un 10% de même. Puis si tu veux avoir quand tu veux aller chercher quelques secondes pour un PB, ben ça peut être ça. Puis si tu vas, je dis pas nécessairement ça va, tu sais, je sais pas si tu vas aller vegan, si tu vas aller chercher ça. Juste de manger plus santé, réduire un peu ta consommation de viande, puis d'avoir une assiette comme que on sait que ça veut dire un peu santé, on a une idée quand même. Juste ça, puis peut-être que ça va juste te maintenir plus en santé, puis là tu vas pas être malade la journée que tu avais un gros workout à faire que normalement tu aurais manqué, mais là tu vas être là. Moi, je vois l'alimentation comme un bon complément à l'entraînement. Si tu n'as pas de motivation suffisante dans ta vie pour faire des changements dans les deux sphères, travaille sur l'exercice, pour l'activité physique. En premier. Ah oui, mais ça on est si d'accord. tu es capable, profite aussi de l'alimentation pour décupler, peut-être pas décupler, mais en tout cas pour bonifier les améliorations à ta santé que tu apportes déjà par une routine d'exercice. Ouais. Parce que l'alimentation peut aussi nuire aux bénéfices de l'exercice. Ouais. Si tu t'alimentes mal, tu n'as pas tous les bénéfices de l'exercice parce qu'il y a une part des bénéfices de santé que tu vas chercher par l'exercice que tu compenses par une mauvaise alimentation. Puis surtout si tu as des carences dans certains nutriments parce que tu manges juste de la junk food, fait que là tu vas pas aller chercher assez de vitamine A ou de certains vitamines et minéraux que c'est ça. Si tu manges juste ton steak puis t'as rien autour là, ou t'as des patates autour, ouais, les patates ça n'a pas tous les nutriments. Mais encore une fois, si tu manges ton steak que t'as cuit chez vous puis des patates au four que t'as cuit chez vous, je pense que c'est pas mal mieux pour ta santé que si les patates tu les manges tout le temps sous forme de frites McDo. Ouais, c'est sûr que on compare au pire, mais quand même, tu sais, mettons, moi je m'en vais au Subway, je pense que ça va être quand même mieux. Tu vas avoir plusieurs légumes variés. Là, déjà là, je vais avoir ça qui est la variété. Ouais, on est d'accord. On est d'accord qu'un gros idéal théorique, ça serait que tu te le fasses toi-même à la maison. Oui, c'est ça. Mais que le compromis d'aller le prendre là-bas, c'est quand même mieux d'aller chez Subway que d'aller chez Tim Hortons ou chez McDo pour pas faire de name dropping. Là. J'ai rien de mal contre Subway nous donne pas d'argent. Merci Subway. On va travailler ça sur viendra. un commandite. Fait que c'est ça. Puis d'accepter qu'effectivement, c'est pas des actes de faiblesse, c'est des actes d'habitude. Ouais. Puis que c'est pas nécessaire de rompre avec toutes les habitudes, mais qu'il y a des moyens de rompre avec les habitudes si c'est ce qu'on souhaite faire. Ouais. Puis de se donner on a le droit de se donner des étapes. Quand tu réussis 30 journées sur 31 ou 25 sur 31, ben tu te donnes une tape au lieu de te dire « Ah, j'ai échoué ». C'est ça. Puis on est quand même bon pour ça d'habitude, les coureurs. Là, on se dit, OK, là, j'ai eu mon record. Blah. Mais c'est ça, c'est de l'appliquer aussi dans d'autres sphères de notre vie. Exact. Ouais. Là, j'aurais voulu te parler d'autres sujets, comme par exemple que tu deals avec élever ta fille, tout ça, t'as 1 million d'affaires que tu fais en même temps, puis du MRSQ. Mais là, bon, le temps file. On fera un autre épisode. C'est ça, un autre épisode. on se discutera ça, mais merci beaucoup d'être venu. Un grand plaisir. Puis là, on va aller faire une belle petite sortie de 90 minutes sur la montagne. J'espère qu'elle va être bien qu'elle va être bien aplatie. Enneigée, ouais. Ouais, enneigée, puis bien aplatie. Puis c'est ça, donc on se verra, j'espère, dans une semaine pour notre prochain invité. Mais merci à nos auditeurs de nous suivre et n'hésitez pas à mettre vos commentaires et on se fera un plaisir de vous y répondre.